Vous entendez au fond? Il y a un doigt qui est levé. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Il y a des messieurs, c'est super, vous vous intéressez aux bijoux alors. Simplement vous dire que c'est vrai que l'étude du bijou, c'est quelque chose dans le domaine des musées qui est assez récent. J'ai dirigé les musées de Beaux-Arts pendant 30 ans, plus de 30 ans. On en avait dans nos archives, dans nos réserves. On ne savait pas d'où ça venait. Et c'est vrai qu'il a fallu l'étude très lente des poinçons d'orfèvre pour dater. Bien sûr, les grandes stars, les grands bijoux, ce qui étaient des stars, on les connaissait. Mais le bijou, tout bête, c'est vraiment, ça fait partie d'études que depuis, je dirais, 20-25 ans. Même à l'école du Louvre, à l'Institut du patrimoine, on l'enseigne de façon un petit peu sibylline, un peu chuchotée. Ça devient à la mode maintenant. Il y a quand même des étudiants qui font des thèses maintenant sur des sujets. Et effectivement, comme monsieur l'a dit si bien, moi ça m'a pris comme ça, parce que j'en avais dans mes réserves, hein, et ça m'a pris de travailler là-dessus. J'ai publié un livre il y a 1 an sur la représentation du bijou dans la peinture, mais vous êtes ami du musée de l'imprimerie, donc on m'a demandé du document papier avant tout. Ça va être un peu dur quand même, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est très neuf, le dessin du bijou. Il y a eu une seule exposition là-dessus qui a été faite par Van Cleef & Arpels il y a 2 ans. Et c'est vrai que c'est un sujet qui est encore à défricher. Donc, vous verrez, je serai quand même un peu obligée de vous mettre de la peinture. Et pour démarrer, c'est vrai que je vais vous emmener dans un endroit qui va être un peu bizarre et qui n'est pas du tout sur papier. Mais qui dit le bijou est obligé de parler de l'orfèvre et des témoignages de l'orfèvrerie et du travail de l'or. Pourquoi je vous emmène chez ce lointain ancêtre? C'est juste pour faire une allusion à cette très magnifique civilisation égyptienne qui nous livre là la plus ancienne scène, en fait, de travail du bijou. Peut-être que certains connaissent cette tombe, hein, elle est dans la vallée des artisans, elle n'est pas chez les rois, chez les reines, elle est dans cette autre vallée où les gens un peu aisés avaient leur tombeau en face de Luxor. Et c'est un témoignage exceptionnel, si vous voulez, parce que le monsieur s'appelle Rekhmire Miré. Il était vizir. Donc vizir, ou comme on dirait maintenant, président du conseil général, maire de Luxor. Enfin, vous voyez, il avait une très grosse autorité sur la haute et sur la basse Égypte. Et c'est génial sa tombe, parce que sa chapelle plutôt funéraire, c'est pas son tombeau, parce que tous ses murs sont recouverts de tout ce qu'il a géré dans sa vie. Alors ça valait autant l'arrivée des les pierres précieuses ou venant du Soudan ou venant de Nubie, les achalandages de marchandises, les indigènes, les animaux exotiques. Moi, je ne retiens simplement pour vous que cette scène qui est... c'est une chapelle carrée avec un dôme un petit peu triangulaire. Et simplement parce que c'est un premier témoignage qu'on a d'un endroit où on fabrique les bijoux. Et ce qui est amusant, c'est qu'en fait, ça n'a jamais plus changé. Un atelier d'orfèvre ou un atelier de bijoutier ou de joaillier, il se répartit toujours de la même façon. Mais vous voyez, bon, là, ça travaille à fond sur un lit funéraire. On vient de recouvrir avec de l'or. Là, on est en train de couper quelque chose en deux, je ne sais pas quoi. Mais moi, je vous emmène plutôt... là, il y a un artiste, enfin, il y a un monsieur qui travaille à commencer à souffler quelque chose. Là, vous voyez, on a amené de l'or. On a amené des anneaux d'or qui sont en train d'être pesés et rédigés par le scribe pour savoir la quantité. Et en plus, ce qui est amusant, c'est que le poids, ce sont des poids en or. Mais surtout, dans le haut de la chapelle, ce qui est marrant, en fait, c'est qu'il y a 2 messieurs qui travaillent comme des fous pour faire ce bijou-là. C'est là le bijou dessiné. Pour moi, c'est le premier bijou dessiné. Vous voyez, il travaille tout simplement avec un tour, hein, un archet. Il est en train de perforer une perle. Alors, je suis très mauvaise en chiffres. Je préfère regarder mes notes, mais ça, c'est pas faux. Bon, vous le voyez, il est en train de percer. Hein. Il est en train de percer, en fait, une perle d'améthyste. Et cette perle d'améthyste, elle fait, admettons, 10 mm de diamètre. Il va mettre 5 heures pour faire un trou d'1 millimètre. Et lui, derrière, son compagnon, il est en train d'enfiler les perles, d'où peut-être enfiler les perles, mais pas dans le bon sens. Et moi, ce qui m'a passionné, parce que dans mon cursus universitaire, j'ai fait plutôt égyptologie. C'est pour ça que je suis un petit peu accro à cette civilisation. Et c'est surtout parce que ce collier, il est passionnant et on le retrouve, en fait, voilà, il est en train d'enfiler les perles, il enfile tout ça. Il enfile tout ça pour faire ce collier, qui est un collier qu'on appelle le collier Ménate.
Le collier Ménade, c'est un collier extrêmement curieux parce que c'est un collier qui est propice à la spiritualité et en même temps aux usages religieux. C'est pas tout à fait le collier que nous allons porter ce soir pour aller à une soirée. On va peut-être y aller sur une offrande ou sur un enterrement ou pour prier la déesse Hathor ou la déesse Isis. C'est un collier qui est très intéressant parce qu'il a un contrepoids. Parce qu'il est lourd et il a un contrepoids qui se met à l'arrière du dos et qui en même temps, ce contrepoids est parfois utilisé pour faire de la musique ou pour faire une résonance musicale et séduire la divinité qui est implorée. Donc c'est pas tout le monde qui le porte, ce sont des prêtresses. Voilà, c'était juste pour vous faire un clin d'œil sur cette représentation parce que la tombe de Rekhmiré, elle est absolument extraordinaire et c'est vrai qu'elle nous livre cette ambiance d'un atelier d'orfèvre. Et toc, quand on parle d'orfèvre, on parle de Saint-Éloi. Je n'ai pas besoin de vous dire que c'est dommage qu'il ait été ridiculisé avec une histoire de culotte à l'envers. Parce que finalement, Éloi, c'est quelqu'un d'extraordinaire qui a eu à gérer le travail de la trésorerie, si vous voulez, sous Clotaire. Il a eu à gérer une trésorerie, à gérer l'or, à gérer aussi les entrées et les sorties de marchandises, et aussi bien de métal et de pierre. Et vous savez, il était réputé pour son énorme honnêteté, cette honnêteté magnifique qui a fait que, soi-disant, sur une commande que lui fit le roi, il en fit deux. Bon, après, il est devenu évêque, il a fait des donations. Bon, je veux simplement parler de ce personnage, parce que bien sûr, les orfèvres l'ont pris comme saint patron. Vous allez me dire, les maréchaux Ferrand aussi. Mais bon, il est le saint patron des orfèvres. Et sur cette gravure, voilà, du XVe siècle, c'est une des premières qu'on a à peu près de gravure. Alors, c'est très amusant parce que vous êtes super érudit, puisque vous êtes au musée de l'imprimerie, vous connaissez tous les dossiers sur papier, sûrement. Vous connaissez bien les gravures, les estampes. Oh, il est tombé, le crayon. Je casse le matériel. Il est là. Ça commence. Je suis... excusez-moi. Hop, je vais prendre ça. Voilà. En fait, ça c'est amusant parce qu'on voit... Là, c'est une petite caricature quand même. Il y a Éloi qui est en train de travailler, habillé bien sûr comme un évêque, puisqu'il va l'être après sur des fondations de monastères. Et puis il y a les autres qui travaillent. Mais il y a plein de bêtes un peu bizarres, vous voyez. Il y a l'allusion à plein de choses différentes qui sont en fait l'allusion au vice. Et que dans le travail, il faut être quand même sérieux. Mais c'est une des premières représentations qu'on a prises des lois, la plus célèbre, peut-être que certaines et certains d'entre vous la connaissent, parce qu'en fait, on a peu de représentations de l'orfèvre. La plus célèbre, elle date à peu près, vous voyez, de la même époque, milieu 15e. En fait, c'est un couple très aisé. C'est le futur duc de Bourgogne qui est là et qui est en train de proposer à son élégante épouse de faire une alliance ou un bijou, quelque chose comme ça. Ce qui est juste intéressant, c'est que ce tableau, qui au départ devait être commandé certainement par la communauté des orfèvres, parce qu'il avait une auréole or qui a été enlevée au 19e, il nous montre une chose commune, c'est que nous appelons, vous appelez aujourd'hui un bijoutier, un joaillier, un orfèvre. Sur ces époques-là, jusqu'au 16e, 17e siècle, vous aurez une appellation commune. C'est l'orfèvre qui travaille, et c'est pas l'orfèvre est en même temps bijoutier ou joaillier. Vous voyez, on le voit très bien ici, puisqu'on lui commande aussi bien des très belles pièces d'orfèvrerie. Ça peut être des pièces... C'est sûr que c'est une époque où la domination religieuse est tellement importante, la spiritualité est tellement forte, la chasse aux reliques est tellement extrême que nous avons souvent affaire à une orfèvrerie davantage religieuse, y compris importante par rapport au culte des reliques, aux chasses dans lesquelles sont mis les reliques. Et l'orfèvre a un statut extrêmement particulier, très élevé. Je reviendrai à vous en parler, mais voyez, il travaille donc aussi bien l'orfèvrerie et il travaille aussi les bijoux, puisque... Je vais vous approcher un peu. Voilà, il travaille les bijoux. Et là, on voit à peu près tout le matériel qu'il a de base. Du cristal de roche, du corail, peut-être un bâton, je ne sais pas, de cornaline. Ici, un bijou très amusant qu'on aimait beaucoup avoir au XIV-XVe siècle. C'était des bijoux qui étaient parfois en cristal de roche ou en autre chose, qui servaient pour voir s'il y avait des poisons, si l'alimentation était empoisonnée. Donc, souvent, ce bijou en paire, comme ça, il était acheté. Là, vous voyez, c'est des sacs où il y a des perles fines,
où il y a des pierres précieuses. Et en fait, l'orfèvre enroulait ses bijoux sur un petit parchemin et il les présentait comme ça. Il a aussi, on est au tout début des cabinets de curiosités où on fait la chasse aux objets un peu rares. Alors c'est vrai qu'une noix de coco bien sertie, délicieusement sertie par un piétement en or, c'est recherché. Des perles, hein, des perles de corail ou autre chose. Et c'est vrai que sur ces époques-là, je ne vous fais pas un cours sur le bijou, hein, mais je n'ai pas encore de dessin de bijoux, c'est pour ça que je prends cette image-là. Si vous voulez, sur ces époques-là, on taille presque pas la pierre. La pierre, elle est soit en cabochon. Le cabochon, c'est rond, c'est poli. Ouais, là, il est un peu facetté. Soit on le prend sur la base du minerai du minéral qui est octaèdre, et là, on garde la pointe du diamant. Et on enchâsse les pierres. Vous voyez, les pierres, elles sont extrêmement serties, hein. On n'est pas du tout dans le raffinement de ce qu'on va connaître 5 siècles après. Mais bon, ce tableau, il est super, tout le temps super pris en référence de tout, parce qu'il est vraiment témoin d'une vie quotidienne. En même temps, nous sommes avec un peintre flamand qui n'a pas hésité à toujours nous mettre la scène de dehors. Vous savez, les Flamands, ils sont très pros pour ça, soit de représenter dans une perle la lumière, soit dans un miroir la scène. Et là, il nous met la scène d'un autre couple qui est le long de la rue et qui est en train de regarder. Vous savez l'expression trier sur le volet, vous la connaissez cette expression, au Moyen-Âge, il n'y avait pas de fenêtre, donc on abaissait le volet sur la rue, et enfin surtout pour les maraîchers et tout ça. Et en abaissant le volet, on mettait la marchandise et on triait sur le volet. Là, c'est pas pareil. L'orfèvre, il va quand même faire pas trier sur le volet son or. Il est là pour peser l'or et transformer la marchandise en une alliance, certainement. On est sur du très haut de gamme, mais c'est sûr que le bijou, on ne peut pas faire autrement sur ces époques-là de l'avoir sur les classes sociales, dirigeantes, spirituelles ou religieuses. Voilà. Donc, il y a eu, à partir du XIIIe siècle, il y a eu les corporations des métiers. Hein, on le sait, tous les métiers ont été un petit peu recensés. Et la corporation des orfèvres, visant bien sûr à protéger ce métier, ne nous donne absolument pas de repères sur celui qui dessine le bijou. On sait le fameux livre d'Étienne Boileau du XIIIe siècle nous range bien dans les catégories socio-professionnelles tous les gens, hein, tous les gens qui travaillent. Ceux qui sont en haut de l'échelle, ce sont souvent les vitraillers, ceux qui font les vitraux des églises, hein, des grandes cathédrales, et tout de suite derrière l'orfèvre. Je vous dis, l'orfèvre, il a un statut extrêmement particulier. Alors, il y a les deux choses qui sont amusantes, parce qu'on est au Moyen-Âge, on sort du Moyen-Âge, et en fait, il y a la croyance de cette alchimie magnifique d'un orfèvre qui fond de l'or, qui fond l'argent pour faire une pièce. Donc, il y a ce côté magique de l'or qui devient une alliance. Donc, l'orfèvre, c'est quelqu'un qui est un alchimiste presque, hein, qui peut aussi faire du maléfique. Surtout que, et alors là, c'est une théorie dont on ne parle plus du tout maintenant. Enfin, surtout nous, à l'école, les professeurs, ils ne veulent pas entendre parler de ça. Mais vous connaissez quand même tous la lithothérapie. La lithothérapie, c'est soi-disant se soigner avec des pierres. Alors, à l'ING, où j'enseigne, Institut national de gémologie, je peux vous dire que les profs, ils bondissent parce qu'ils ne veulent absolument pas entendre parler de ça. N'empêche que tous mes étudiants, quand ils font des stages, la première chose que les clients leur demandent, c'est j'ai besoin d'une pierre parce que j'ai mal à la tête, j'ai besoin... Voilà. Et au Moyen-Âge, l'orfèvre, il avait ça. On travaillait beaucoup sur la notion de la médecine sur la pierre, hein, et puis de l'avenir et aussi de ce côté magique. Et en même temps, comme c'était un homme qui était près du roi ou près des grands évêques ou des grands religieux, à cause de ces histoires de faire des chasses, de faire des objets qui sont dédiés à la cathédrale, hein, eh bien, l'orfèvre est pratiquement, dans la pyramide des métiers, est pratiquement le deuxième, quoi. Il a le droit de porter l'épée, il est voilà. Mais comme tout à chacun, dans ce livre des métiers, on a beau chercher, tout est réparti. On a le cristallier. Par exemple, le cristallier, c'est l'ancêtre du lapidaire. Le lapidaire, c'est celui qui taille la pierre, hein, qui taille la pierre précieuse. On a aussi le batteur de métal. Ça, on sait ce qu'il y a. Dans le tombeau de Réquemiré, on les voit faire d'ailleurs. Vous avez celui qui étire l'or, ou le cuivre ou l'argent, qui le façonne, qui le moule, qui le grave. On a les peintres, à l'époque c'est écrit les peintres, P-A-I-N-T-R-E-S, les tailleurs d'images.
D''YMAGES. Ça, ce sont les gens qui peignent sur des petits portraits en ivoire ou qui font, bien sûr, des petites sculptures dans le bijou. Mais à aucun moment, si vous voulez, le premier acte de création, qui est le dessin, il n'y est pas. Il n'y est pas parce qu'il faut qu'il arrive et ça ne va pas être simple. Alors, il arrive, oui, effectivement, il arrive. Malheureusement, je n'ai pas pu me procurer le bijou, mais encore une fois, vous me pardonnerez, parce que c'est un sujet qui est très très neuf, hein, qui est à l'étude depuis moins de 5 ans, le dessin du bijou. Donc il y a certainement dans les fonds des grands musées florentins ou Dresde en Allemagne ou aux Pays-Bas, il y a certainement dans les fonds iconographiques peut-être des dessins de bijoux, mais pour le moment on est sur des enquêtes difficiles, il faut interroger les services. Et par exemple, ce que l'on sait, si vous voulez, alors là, je fais un saut Renaissance. Hein. Je fais un saut pour, par exemple, vous évoquer ce peintre Pisanello qui est... Je ne peux pas vous le montrer, je m'en excuse. On a un petit dessin d'un bijou qu'il a fait. Bref. Ce qui est intéressant, et ça on le sait, c'est qu'à la Renaissance, peintres et orfèvres font des formations professionnelles, si je peux dire ce terme, parce que ce n'est pas trop le terme à l'époque, mais voilà. Ils ont une formation commune, ces gens-là. Ils ont une formation commune qui est toute simple, qui fait qu'ils sont obligés d'apprendre le dessin et la gravure. Hein. Orfèvres et peintres gravent et apprennent à graver. Alors on a aussi une anecdote, Giorgio Vasari, qui est un grand peintre qui a étudié la vie et qui a publié la vie de certains grands peintres italiens. Par exemple, il raconte que ce fameux Botticelli que vous connaissez, hein, il faisait le désespoir de son papa. C'était un mauvais élève en tout. Donc il atteste, c'est pour nous une attestation, que fatigué que son fils ne travaille pas très bien, il l'a envoyé chez un monsieur Botticello qui était un orfèvre. Donc là, on sait effectivement, ça corrobore un peu ce que je vous dis, c'est que peintres et orfèvres avaient une tradition commune d'apprentissage de la gravure. Alors, je n'ai pas le bijou de Pisanello, mais ces peintres qui ont eu des formations communes, on les repère à 10 km parce que leurs tableaux sont des véritables chefs-d'œuvre en matière de bijoux. Là, on a une pièce d'orfèvrerie. Voyez, elle est complètement peinte sur cette magnifique manche de robe avec les perles et tout ça. Et souvent, les peintres qui ont une double formation comme ça, on identifie très très bien le bijou sur les vêtements, voilà. Et on a également des ateliers. On sait qu'il y a des ateliers où, en Italie, les peintres et les orfèvres cumulaient les fonctions. Hein. On a des peintres, notamment dans la région de Bologne. Bologne, qui était une ville importante, on avait des peintres qui étaient orfèvres en même temps. C'est celui-là dont je voulais vous parler, Rebolini. Rebolini, il a été tout simplement à la fois peintre, graveur et orfèvre. C'est-à-dire qu'il avait une boutique d'orfèvrerie et il avait aussi souvent, c'est le titre supplémentaire, il était maître des monnaies, c'est-à-dire qu'il battait la monnaie. Donc pas étonnant qu'il soit graveur, pas étonnant qu'il soit orfèvre. Et en même temps, il y a une similitude aussi qui se rapproche très vite, c'est qu'à la Renaissance, vous le savez, la Renaissance, c'est le moment où le portrait explose. Hein, c'est à ce moment-là que la notion du portrait de l'individu, de l'être humain, du couple, voilà, c'est un moment très important pour le portrait et pour la médaille. C'est à ce moment-là que, vraiment, au XVe, XVIe siècle, la notion de faire une médaille de la personne, du profil de la personne arrive. Donc, pas du tout étonnant que nos orfèvres ou nos peintres aient une fonction de médaillé, de médailleur ou d'apprentisseur. Là, je vais juste montrer en détail cette bague comme ça qui porte un camée, parce que c'est vrai que c'est aussi en même temps une mode importante à la Renaissance de porter un camée antique et voilà. Alors, on n'a pas donc vous voyez, on a des petites choses comme ça ponctuelles qu'on grappille à droite à gauche, mais pour arriver au dessin proprement dit sur la Renaissance, on a des traces avec de grands artistes. Par exemple, on sait que dans des contextes très particuliers, de grands peintres de la Renaissance, Hans Holbein par exemple, Albrecht Dürer ou même Léonard de Vinci, ont fait, à la demande de leurs commanditaires, ont fait des dessins. Là, on y arrive à avoir quelques dessins importants. Vous voyez, Holbein, je vous ai mis un autoportrait, mais on a toute une série au British Museum qui
qui est un musée absolument merveilleux pour ce contexte de sujet. British Museum et Victorian Albert Museum sont les deux musées européens qui sont les plus riches en matière de dessin du bijou et de collection du bijou. Nous, on arrive loin derrière. Mais c'est pas pour faire la guéguerre, hein. C'est comme ça. Ils ont beaucoup de choses à ce sujet. Alors, c'est délicat parce qu'en même temps, à la Renaissance, vous le savez, tout explose, hein. Tout devient différent. Et en même temps, ces espèces de techniques sur le bijou deviennent différentes également, hein. Il y a un perfectionnement de la technique des moulages, il y a un perfectionnement des gravures. Voilà, on tient vraiment compte de la pierre précieuse, qui ne circule pas tant que ça, soit dit en passant, hein, pour le moment. Elle ne circule pas tant que ça. Elle vient des Indes, hein, majoritairement. Voilà. Et ce que l'on n'arrive pas aussi à... On n'arrive pas à sortir un genre sur les dessins de bijoux, tout simplement parce que orfèvres flamands ou orfèvres italiens voyagent. Ils passent leur temps à aller et venir, et on a des similitudes extrêmement déconcertantes sur les dessins de bijoux. C'est très difficile parce que là, je vous parle d'un sujet où j'ai le papier dessiné, mais après, il faut que je trouve le bijou. Or, le bijou, sur un bijou 15e, ou enfin 14e ou 15e, hein, même 16e ou 17e, c'est très très difficile de le trouver, hein. Le poids des ans l'a accablé, et même en même temps, peut-être, il a été refondu. Donc souvent, quand j'ai écrit ce livre, là, au début, j'avais la naïveté, mais j'étais d'une naïveté sans borne. Je me disais, je vais prendre la peinture, puis je vais trouver le bijou. Comme ça, le bijou, on le verra sortir de la peinture. J'ai très vite déchanté parce que j'y suis un peu arrivé sur le 18e ou le 19e, alors sur le 15e ou le 16e, c'était un combat perdu d'avance. Mais parfois, on a quand même quelques similitudes, vous voyez. On a quand même quelques similitudes. Les beaux dessins de pendentifs que nous fait Holbein le Jeune traduisent tout à fait la mode de la Renaissance. Ce sont soit des médailles qui sont extrêmement serties en tenant beaucoup la pierre précieuse ou la perle très près, en la sertissant de très près, soit ce sont des monogrammes christiques, religieux ou des initiales, hein, un initial de quelqu'un, hein, soit aussi des tableaux, des dessins avec la représentation de vertus. Parce que sur la Renaissance, vous le savez, il y a tout le langage allégorique des vertus, des grandes vertus cardinales, théologales. Donc Holbein n'échappe pas, ça c'est des commandes, hein. On sait très bien qu'en fait il a travaillé pour le roi d'Angleterre et qu'il a réalisé du travail pour Jeanne Seymour en particulier. Mais vous voyez, sur ce pendentif, que je ne vous sortirai pas en vrai, il a quand même présenté sa pierre en forme de losange, ses 3 perles, et puis tout son travail d'orfèvrerie derrière, avec là certainement un cabochon. Et tant qu'à là, effectivement, il nous a fait un pendentif avec les initiales. Mais c'est vraiment à part ça. C'est un modèle unique en fait. Il a été fait pour cette personne qui lui l'a commandé. Alors c'est vrai que là j'étais contente parce que j'ai trouvé le bijou dans le tableau. Donc vous voyez là, ça c'est donc un bijou qu'a créé Hans Holbein, hein, porté par Jeanne Seymour en l'occurrence. Et voilà son équivalent ici. Le diamant est taillé très grossièrement, hein, donc ce sont des très grosses pierres. C'est ça qui est marrant, parce que maintenant, avec les techniques de facettage, avec 3 fois rien, avec une tête d'épingle, on se dit « Oh là là, j'ai un carat au bout des doigts ». Alors si ça s'était taillé à la moderne de maintenant, ça éclairerait la pièce. Non, c'est une plaisanterie. Mais bon, c'est vrai que les pierres, on les taillait. Vous voyez, alors j'ai retrouvé un autre dessin d'un Arnold Lutz, hein, qui est pareil, qui est un petit peu plus tardif après Holbein, mais qui a refait ce même dessin. Alors, c'est sûr que c'est du dessin. C'est du dessin, ça va pas nous aider beaucoup par rapport à la réalisation. Vous vous en doutez, on est sur un saut à commettre important entre le dessin et le... Voilà. Alors, la naissance du dessin, vraiment, et puis vous êtes un peu calé sur ça, puisque vous êtes ami du musée de l'imprimerie. Donc, les estampes et toutes ces choses-là n'ont aucun secret pour vous, je suppose. Donc, la naissance du genre du dessin, ça naît vraiment avec l'avènement de tout ce... D'abord de l'imprimerie, sans doute, hein, et puis de la publication des estampes. Hein. Les estampes dont il semblerait que les pays du Nord soient les premiers.
hein. Là, un des premiers, qui s'appelle Virgin Solis, qui est, vous le voyez, allemand, est un pionnier en la matière de présenter un élément de dessin. Hein, j'ai trouvé son portrait, puis vous voyez, il se représente avec son burin, avec son matériel de graveur. Hein. Mais lui, attention, il est pas sot, Virgin Solis. C'est un diffuseur d'estampes. Donc on n'est pas encore sur un orfèvre. Hein. Encore une fois, on va toujours jongler d'avoir des orfèvres et de pas. Voilà. Donc il était installé à Nuremberg. Hein. Il a été installé à Nuremberg, il paraît, à partir de 1534. Et il a beaucoup publié, énormément. Il avait un atelier d'impression et il a beaucoup produit de dessins. Hein, de dessin, mais de tout, en fait. Ça pouvait être aussi bien des motifs pour faire des cartes à jouer que des motifs pour faire un dessin ou un décor végétal. Il pouvait aussi approcher la mythologie. Bon, moi, je me suis axée que sur sa production d'orfèvrerie. Donc, vous voyez, là, il fait un dessin pour pendentif. Il a signé, d'ailleurs. Et pareil, là, on a la pierre précieuse qui est taillée en cabochon, hein, polie en cabochon, sertie, là, les deux. Et puis, tous ces entrelacs, c'est très simple. Hein. La Renaissance, ça va être le triomphe de l'entrelac, de l'arabesque, de la courbe. Ça sera vraiment le moment fort des ornements. Et Solis, ces ces dessins pour bijoux sont pas extrêmement aboutis parce que on sent que ça y va, quoi, qu'ils diffusent, que des orfèvres vont en fait acheter ça, et des orfèvres que l'on a anonymes, que l'on retrouve pas. Hein. Donc ils vont acheter ça, puis ils vont copier ces modèles. Là, ce qui se faisait beaucoup, c'est que à la Renaissance, le bijou est aussi beau devant que derrière. Là, vous avez le devant, hein, et là, vous avez le derrière, le recto et le verso. Et ça, c'est très, très beau parce que souvent j'ai essayé de trouver un bijou qui se rapprochait. Encore une fois, vous voudrez bien m'en excuser. Je n'ai pas forcément le bijou du dessin. Mais vous voyez, il y a tout un travail. Ça, c'est donc le revers de ce bijou, où on voit l'illustration de Daniel et les lions. Et sur le devant et sur le derrière, vous avez comme ça ces entrelacs, ces cornes d'abondance. C'est tout un vocabulaire qu'on retrouve en sculpture sur les buffets, qu'on retrouve en sculpture sur les frontons, tout ce qui est mobilier, tout ce qui est sculpture. Mais en fait, c'est aussi pour pallier au fait qu'on n'a pas forcément la pierre précieuse encore sur le bijou. À la Renaissance, on travaille énormément l'émail, l'émaillage, le niellage, je reviendrai à vous expliquer. Et puis, en fait, la pierre précieuse, à cette époque-là, c'est la perle. La perle, pourquoi la perle ? Parce que la perle fine, telle que vous la connaissez aujourd'hui, elle n'a été trouvée que par un Japonais qui s'appelle Mikimoto au début du XXe siècle, qui a eu l'idée de faire des fermes marines pour infiltrer la perle. Jusqu'alors, on cherchait les perles dans les mers chaudes. Enfin bon, on plongeait, c'était dangereux. C'était dangereux et c'est vrai que les perles avaient un coût très important. Donc si vous voulez, ne parlons pas diamant, parce que nous, dans nos esprits, c'est la pierre précieuse, c'est le diamant. Il y a les pierres précieuses, elles sont 4. Hein, diamant, saphir, émeraude et puis rubis. Après, on parle de gemmes, de pierres fines. Mais sur ces époques-là, bien sûr on va trouver un diamant ou on va trouver une émeraude, parce que c'est exceptionnel chez un roi ou chez quelqu'un qui a fait ramener cette pierre de l'Inde. Mais le bijou, la perle est vraiment très précieuse. Et dans le langage iconographique des peintres, vous le voyez chez Vermeer, voilà, vous le voyez chez plein de gens, la perle a la connotation de virginité, de pureté, de chasteté. Tout simplement parce que déjà, pour aller la chercher au fond des mers, il faut risquer sa vie et qu'elle se laisse ouvrir, cette huître. Il faut presque la violer, passez-moi l'expression, pour aller chercher la perle. C'est pour ça que dans l'iconographie, les peintres de la Renaissance s'en servent pour toujours montrer une jeune femme ou une jeune fille, la pureté. Et donc, ces perles ne sont jamais extrêmement rondes. Celles-là, ils ont fait des efforts, ils ont trouvé. Mais les perles sont souvent déformées. Bon, je ferme la parenthèse. Mais vous voyez, alors ça, c'est une autre planche que Virgin Solis a sortie, juste pour vous montrer qu'il fait également des pièces d'orfèvrerie. Hein, on est dans les deux mélanges de tout. Hein. C'est absolument normal. Voilà. J'ai aussi d'autres... là, par exemple, on sait que Arnaud de Luz, c'est un orfèvre.
on le sait, c'est un orfèvre et c'est un bijoutier. Sauf que lui, il est flamand d'origine, il s'est installé à Londres. Et c'est pour ça que je vous disais, on ne peut pas dire tel et tel bijou vient de tel et tel pays. Il y a une similitude vraiment des genres et c'est assez difficile. Donc lui, il est arrivé à la cour où il était bien sûr très remarqué. Parce que vous connaissez le principe d'être peintre de la cour, il faut être aussi orfèvre de la cour et du roi. Donc il a beaucoup travaillé à la cour d'Angleterre, surtout pour faire des cadeaux diplomatiques, paraît-il. Et tous ses dessins sont parfois très simples, mais là c'est important parce qu'il les signe. Là il a dit qu'il représentait un très gros rubis avec une perle fine, mais il y a aussi des choses qui sont plus abouties. Voyez, ça c'est une broche qui nous imagine une jolie grappe de raisin avec une perle au bout. Là, on est déjà sur un dessin de bijou qui est abouti, mais qui n'est pas en 3D. Comment est-ce qu'on va passer dans les 3 dimensions? Ça, c'est le travail de l'orfèvre. À lui de se débrouiller, il n'a qu'à relever le sujet. On a vraiment un hiatus entre ce passage du dessin et celui qui va faire. Là, on a, par exemple, aussi... Alors, vous voyez, il a fait des motifs qui sont à la mode, parce que sur ces époques-là, on va dire fin 16e, début 17e, il y a une iconographie qui est très abondante. Vous savez, encore une fois, j'insiste, le cabinet de curiosité, ce qui est mystérieux, ce qui est rare, on en fait des motifs. En même temps, le principal transport à l'époque, c'est le transport maritime. Ce sont les grandes galères, ce sont les grandes réales qui partent, Christophe Colomb, voilà, des belles caravelles comme ça. Et donc tout le vocabulaire un petit peu magique de la mer, celui que l'on ne connaît pas, celui qui fait de l'imagination, les sirènes, les tritons, les neptunes, ça rentre dans les vocabulaires. En même temps, dans les cabinets de curiosité, on va essayer d'avoir une corne de licorne. La licorne, incroyable. Alors à la place, on prend une dent de narval, puis on se dit c'est une corne de licorne. Et il y a tout un côté magique. Et donc la bijouterie, l'orfèvrerie, le reprend, ce côté magique. Vous voyez, cette licorne, cette espèce de monstre comme ça, dragon, ça va vraiment traverser presque tout le XVIe et même jusqu'au XVIIe siècle. Vous voyez, Collaert, alors ça c'en est un autre, on est content celui-là, on est content parce qu'on a beaucoup de planches de lui. Collaert, c'est toute une dynastie, ce sont des papas et les enfants, papa et les fistons, et ils ont beaucoup publié ce genre de monstres marins comme ça, ils ont tout un vocabulaire. Et c'est vrai que... Attendez, je vais d'abord vous demander de regarder celui-là, mais je l'ai réagrandi. Parce qu'il y a les vertus de charité, et puis il y a aussi la religion, je vous l'ai évoqué, les monstres marins, mais il y a aussi tout ce qui est Saint-Georges et le dragon, Saint-Michel terrassant le dragon. Et là, vous avez Arnold Lutz nous a fait dans son album, et là, j'étais contente parce que j'ai vraiment le tableau où il y a le bijou qui sort du dessin. Ça, c'est rare, c'est intéressant. Donc, vous voyez, on est à peu près sur des mêmes dates, quoi. Donc, c'est des bijoux très rares. On les trouve presque pas, quoi. Et pour revenir à nos monstres marins de Collaert, eh bien, il en a publié plusieurs planches. Vous voyez, avec... alors, ça va de Neptune, des tritons. Et donc, on arrive sur ce type de pendentif. Alors c'est très curieux parce que là, on ne les a pas du tout en Italie. Dans le sud de France, Italie, on n'a pas Espagne, on n'a pas ça. On a sur les pays anglo-saxons surtout. Et avec un beau travail, c'est vraiment du bel ouvrage. Je voulais que je me pousse. Si je me pousse, boum. Mais vous voyez, c'est un bel ouvrage parce qu'en fait, à cette époque-là, à l'époque de la Renaissance, on a le début du travail. Bon, le travail de l'or, on le possède, mais de l'or émaillé. Les orfèvres commencent à le maîtriser. Vous voyez, ça c'est de l'or émaillé, c'est très très joli. Avec bien sûr en cabochon ces espèces de grosses pierres qui sont des topazes, mais regardez comme elles sont grossièrement taillées. C'est impressionnant. Vous voyez la petite émeraude, là, elle est taillée, là il y a une petite améthyste. Et ma foi, qui portait ça, bien sûr, femme d'armateur ou femme aisée. Mais on a toute une déclinaison comme ça de bijoux, de monstres marins et de bijoux. Pour vous montrer... Collaert, ce sont des descendants, ce sont des orfèvres graveurs. Donc ils ne se sont pas gênés aussi pour publier, par exemple, un dessin pour une assiette, pour une faïence. Et vous voyez tout ce bestiaire en même temps. Voilà. Et là, par exemple, c'est marqué dans la planche, j'ai enlevé le titre, mais là, il a fait ce dessin pour en faire un pendentif et des boucles d'oreilles.
Et on voit bien, vous voyez le pendentif, donc avec tous les entrelacs que je vous ai décrits tout à l'heure, les perles, et puis ce monstre marin qui semble attaquer Neptune et ses sirènes, hein. Toujours un côté mythique. Alors il y a des bijoux qui peuvent être absolument somptueux, mais encore une fois, c'est très difficile de les retrouver. Là, j'ai réussi à trouver un portrait quand même qui s'échappait un peu du... Enfin, ça ressemble pas complètement, mais vous voyez. Mais ça vous donne aussi l'idée de ce que Madame Katharina von Apfel portait pour certaines soirées, je suppose. Regardez la richesse de son grand collier, de ce pendentif. C'est sur la fin de la Renaissance, on a ça, hein, les grands colliers de poitrine, les grands colliers de taille qui tombent au milieu de la jupe, et puis alors, un paquet de bagues à tous les doigts, chez les messieurs aussi d'ailleurs. Bon, moi, ce qui m'intéressait, c'est ce pendentif, parce qu'on en a vraiment très très peu. Dans les collections, il y en a vraiment très peu. Il y a aussi les orfèvres sont très malins, parce que c'est une époque où, comme je vous dis encore, la perle baroque, ça s'appelle maintenant des perles baroques, des perles scaramazze, des perles déformées. Les bijoutiers ne les aiment pas maintenant, hein. Elles reviendront à la mode si, tiens, il y a un orfèvre, il y a un bijoutier italien, un Buccellati, il le fait, ça. Il reprend les anciennes perles qu'on appelle baroques. Donc des perles qui ont été trouvées déformées. Et alors là, les orfèvres rivalisent d'ingénuité pour trouver un décor autour de ça. Donc là, c'est Neptune chevauchant, vous voyez, suivant le dessin de Collaert ou d'un autre. Et le recto est aussi beau que le verso, quoi. Vous voyez, c'est à chaque fois, ce sont des pendentifs très très beaux. Entre parenthèses, les Américains, ils ont des belles collections de bijoux aussi. New York, Washington, Cleveland, ils ont des très très belles choses. Pas beaucoup, mais ils ont vraiment des très beaux bijoux. Et ça a tellement eu de succès, ces pendentifs, qu'au cours du 19e siècle, les orfèvres français se sont imaginés de refaire à l'identique. Des fois, pour dater, c'est pas très facile. Mais vous voyez, bon, c'est tout ce bestiaire marin qui est amusant. On pourrait sans fin en parler. D'autres choses aussi que font les Collaert, ce sont ces pendentifs qui, alors bien sûr, derrière devant, souvent avec une petite niche dans laquelle on va mettre bien sûr une scène religieuse, une annonciation, une crucifixion. J'ai un dessin là, j'ai à peu près la réalisation. C'est pas complètement le dessin d'avant, mais vous avez compris maintenant que c'était pas facile. Mais voyez toute cette abondance là, on a donc une scène d'annonciation. C'est des très très beaux bijoux, hein. Et le revers est travaillé également en damasquinage, on pourrait dire ça, mais c'est pas la technique. Mais bon, avec des perles qui sont ce qu'elles sont, quoi. Émeraude, rubis. Alors, encore une fois aussi, ce qui est difficile, c'est d'ailleurs un débouché pour nos futurs étudiants, c'est que dans les musées, quand on possède ce genre de bijoux, on n'a pas encore les analyses gémologiques de ces bijoux, hein. C'est des inventaires, on se dit émeraude, c'est une pierre verte, mais ça peut être un chrysoprase ou ça peut être une autre pierre verte. Donc l'intérêt maintenant, ça rentre très très doucement. Ça rentre très très doucement. On a un confrère qui s'appelle Monsieur Riondet, là, que vous avez eu peut-être en conférence aussi, qui est expert amateur auprès des tribunaux. Lui, il arrive un petit peu, avec Gérard Panzer, à analyser certaines pièces de collection des musées. Seulement, le problème, c'est que les musées sont très jaloux. Ils n'aiment pas beaucoup ouvrir leurs réserves à l'analyse des pierres. J'en sais quelque chose, parce que chaque fois, c'est des Himalayas à graver pour demander à analyser une pierre. Bon, je vais pas... Parce que là, je vous ferai une conférence de 2 heures sur le comportement des musées. C'est pas ce que vous êtes venu écouter. Donc, voilà, c'est difficile. Donc, tout ça pour dire que c'est difficile à l'heure actuelle de dire ça, c'est émeraude, ça, c'est rubis, ça, c'est... On n'a pas encore les analyses gémologiques parce qu'il faut les mettre aux mains de gémologues, tout simplement. Et c'est des disciplines qui sont très, très à part. Vous avez les historiens de l'art du bijou comme moi. Moi, je ne suis pas gémologue. J'ai quelques notions quand même. Mais voyez, après, il faut que ce soit un vrai gémologue qui intervienne pour donner, comme on le disait tout à l'heure, la composition chimique de la pierre. Mais passons. C'est vert, c'est bleu, c'est joli. Voilà. Et donc, encore une, vous voyez, donc, ça va, ça y va. On va très vite dans ce genre de travail qui se répète, mais qui, j'insiste, est très rare dans les collections. Alors, on a une petite avancée avec... Par exemple, en France, on va avoir la gravure en taille douce qui va se développer que vers les années 1520-1530. Il paraît qu'elle se développe plus tard en Allemagne et en Italie. Bon, bref. Et
là, avec Étienne Delaune, on a encore un atelier d'orfèvre, mais qui n'a pas plus changé que du temps de Réquemiré, hein. Toujours pareil, on est le monsieur qui est au four, qui est en train de, pas de faire cuire sa pizza, mais de fondre un métal quelconque. Le petit gamin qui est là, qui est en train d'étirer le fil de métal, parce que c'est comme ça qu'il va faire la chaîne, qu'il va faire les maillons d'une chaîne. Et puis là, vous voyez, cette espèce d'établi, en fait, ils n'ont pas changé. Vous allez chez les grands joailliers de la place Vendôme, maintenant, ils ont les mêmes, des grands établis qui parfois sont plus en circulaire, en fait, où il y a un grand tablier en cuir en dessous qui est là pour recueillir la moindre petite chose d'or, hein, qui tombe. Et oh, un diamant, bon, bah, il n'est pas parti dans les chaussures, hein. Il tombe là, et tant mieux, on le récupère. Et voilà, chacun œuvre à son travail. Et finalement, cet atelier d'orfèvre de Delaune, il est important, mais tout simplement parce que Delaune, c'était un grand orfèvre parisien. Donc il a raconté, voilà, une autre gravure qu'il fait, hein, où vous avez quelqu'un qui est en train de battre le métal. Là, on est en fait dans l'orfèvrerie et dans la joaillerie. Vous avez tout un tas de petits burins, j'appelle ça des sécateurs, mais ce n'en est pas, de coupe métal. Vous voyez la chose pour étirer le métal. Donc on n'est pas encore dans la distinction des genres. Le mot joaillier, en fait, ça dépend. Il arrive, on va le trouver au XVIe, parce que c'est le faiseur de joyaux. Donc on va dire joaillier. Et après, dans nos langages modernes, maintenant, le joaillier, c'est celui exclusivement qui travaille le joyau, la pierre précieuse. Si vous avez, vous voyez, après, vous êtes dans la terminologie bijouterie, hein. La bijouterie, c'est le terme générique. Enfin, je parle pour maintenant, hein. C'est le terme générique pour parler de ceux qui travaillent l'or, l'argent, d'autres métaux moins nobles, et puis des pierres. Mais le joaillier, c'est vraiment celui qui fait le joyau. Et dans les inventaires, on voit arriver ça 16e, quoi. Voilà. Et donc, si vous voulez, on peut se dire que, alors là, faire cocorico, parce que c'est vrai qu'à partir de ces époques-là, fin 16e, la France commence à se distinguer particulièrement avec des orfèvres de renom. Il faut dire les choses comme elles sont. Delaune, par exemple, lui... Ben, vous voyez, on retrouve exactement la même chose que tout à l'heure. Il était batteur de monnaie et il était médaillé pour la monnaie de Paris. Donc on comprend tout à fait qu'il manie l'art de la gravure, hein. Voilà un très joli prototype qu'il a publié dans un livre. On arrive là maintenant à voir les livres, parce qu'il y a l'imprimerie, donc les ouvrages se diffusent beaucoup, hein. L'imprimerie, elle existe déjà depuis longtemps, mais bon. Et Divinité sur grotesque à fond noir, c'est toute une série. C'est une série de planches où il va nous mettre un Mars, un Vénus, enfin, qui vous voulez, une divinité mythologique. Ce qui est super, c'est que là, vous avez ces deux personnes qui sont horlogers et graveurs qui font ce travail à peu près le même, vous voyez, sur une montre. Alors, montre, c'est encore plus rare, hein. La montre de poche sur ces époques-là, c'est super rare. Alors, ce que vous voyez, cette technique-là, de cette jolie petite montre, c'est la technique du niellage. Le niellage, tout simplement, ça consiste à appliquer du niel. Le niel, c'est le mot latin pour dire noir. Et c'est joli, une sulfure métallique de couleur noire, qui inclut du cuivre, et qui après, du cuivre ou de l'argent, et qui après est employé comme moyen de remplissage. Donc c'est presque de l'incrustation, en fait, c'est presque de la marqueterie. Voilà. C'est plat, mais c'est presque de la marqueterie. Et le métal, il a été minutieusement gravé au burin auparavant. Donc vous imaginez le travail. C'est pas la même chose que le damasquinage. C'est pas du tout la même technique. Parfois, il y a des termes, on voit émail de niellure, mais c'est pas un bon terme. Donc vous imaginez, et tout ça, là, tous ces enroulements, mais c'est typique de la Renaissance, on va jamais s'en sortir, hein. Ça caractérise vraiment une époque. Et voilà, bon, je montre un autre. Souvent, les orfèvres, ils travaillent de concert avec un dessinateur aussi, hein. Souvent, Delaune, par exemple, on sait qu'il est avec... j'ai oublié son nom, mais bon, Delaune, il travaille avec un monsieur qui s'appelle... c'est celui-là, oui, Baptiste Pellerin. Baptiste Pellerin, il travaille à deux, quoi. Dessin, je grave, je dessine. Et vous voyez, ça ressemble toujours un peu... Ça ressemble pas, ça se ressemble beaucoup, mais bon, c'est quand même révélateur de la mode de l'époque. Encore une fois, bon voilà, Daniel Mignot aussi, c'est un Français qui a beaucoup travaillé. Ce qui est beau, c'est le dedans, quoi, souvent. Vous avez toujours des scènes absolument magnifiques. Bon, ça, c'est des motifs d'ornement qu'il suggère, hein, pour ses dessins. Mais
Bon, là, la justice, la tempérance, alors ça, c'est les grands. C'est surtout ces grandes vertus parce que ces bijoux, ils étaient offerts pour des mariages. Donc, on offrait la justice, la tempérance, la fidélité, enfin tout ce qui caractérisait le bon comportement de la future épouse. N'allez pas lui montrer les vices. Voilà. On a aussi parfois, vous savez, Suzanne et les vieillards. Ça, c'est une scène très très importante à la Renaissance. Elle est toujours récurrente dans les iconographies. Hein. Cette chère Suzanne qui a réussi à ne pas obtempérer aux assauts de ces vieillards libidineux. Tous les peintres italiens se sont confondus dans ces sujets et on arrive parfois sur les bijoux à trouver des Suzanne et les vieillards. On a aussi Judith et Holoferne, ça c'est aussi des choses qui sont connues. Voilà, j'ai un beau portrait de Moroni qui était un peintre qui loupait pas non plus les bijoux. Hein, on arrive presque à identifier, voyez, la scène au milieu. Je ne suis pas arrivée à trouver le bijou. Hein. Je n'y suis pas arrivée. Peut-être un jour, j'y arriverai, je ne sais pas. Voilà, vous voyez, donc on est dans les mêmes séries en fait. Hein. Mais elle est vénitienne, elle est italienne. Vénitienne peut-être pas, mais on ne sait pas si c'est un atelier italien. En plus, vous savez, l'Italie aussi, à ce moment-là, elle est morcelée. Hein, ce sont des duchés. Donc, il y a toujours des guerres de ceci, des guerres de cela. Donc, nous, chez nous, en France, c'est protestants, catholiques, protestants, allez hop, dehors, on ne vous veut plus. C'est ennuyeux parce que les protestants, c'est presque tous les bijoutiers, les orfèvres et les horlogers. Alors, donc, bon, ça, c'est un petit peu embêtant, mais ça va revenir, ils vont revenir. Mais on a la même chose. Ils exilent, ils viennent présenter leur travail à la cour au duché d'Urbino ou à Florence, et puis après, les Florentins remontent et les bijoux se croisent. Voilà, par exemple aussi un très très joli pendentif émaillé au pélican, le pélican qui est bien sûr le symbole de la charité puisqu'il nourrit ses enfants. Hein. Et ce genre de pendentif, on en a un peu plus. Ça frise le début du XVIIe siècle. Mais puisque vous êtes lyonnais, il faut vous favoriser quand même, puisque c'est à Lyon, ville pionnière de l'estampe, hein, quand même, on va le dire, qu'on va trouver des burinistes très célèbres. Je ne vais pas tous vous les énumérer. Moi, j'ai gardé celui-là parce qu'il est important. Il a été un peu un initiateur d'un genre. Hein. Vous voyez, il a fait... C'est sympa pour nous parce que comme ça, on a le nom d'un bijoutier du XVe siècle lyonnais, ce monsieur Simon Costière. Voilà, je ne sais pas encore ce qu'il faisait. Il va falloir aller travailler aux archives. Des pistes pour ceux qui sont passionnés par le sujet. Voilà. Et Pierre Voerio, il est important parce qu'il va beaucoup influencer notamment Drouet du Cerceau, hein, ces grands ornemanistes de l'école de Fontainebleau. Et on va le retrouver... Bon, je montre, parce que nous sommes à Lyon, hein, je montre des personnalités lyonnaises. Hein. Bien sûr, on le retrouve avec le portrait de Louise Labbé, où là, on a son bijou, là, que il se rapproche. Enfin, je pense que c'est celui-là, c'est presque le presque, mais publié par Voerio. Donc ça, c'est vraiment intéressant toujours, hein, avec des mascarons, des grotesques. C'est tout à fait le discours de la Renaissance. Hein. On n'en peut plus, mais c'est normal. Alors lui, il a donc publié un livre très important, le livre d'Anneau d'orfèvrerie, pour son ami qui s'appelait Anneau. Hein, c'était le nom de l'ami à qui il le dédiait. Alors, nous c'est important, enfin, comme d'autres manuels, hein, parce que comme ça, on a les motifs, mis à part à l'intérieur, qu'il avait toute une poésie qu'il a rédigée pour son ami, Anneau, mais surtout, dedans, il a fait des planches de livres d'Anneau d'orfèvrerie, et il nous montre un petit peu toutes ces planches. À chaque fois, c'est les deux bagues, vues de face et vues de profil. Vous voyez, j'attire encore votre attention sur le certi, là, qui est la perle, elle est très très enchâssée là, mais avec ces personnages aussi toujours issus de grotesques ou de satire ou de faune. Ce que je retiens surtout sur cette époque-là, vers fin 16e, c'est les memento mori. Voyez, on va avoir. J'essaye en même temps de vous faire une histoire du bijou, mais c'est pas facile parce que on peut pas parler de tout. Mais là, Voerio nous traite beaucoup des memento mori. Des squelettes qui tiennent voilà, une tête de mort. Alors pourquoi ça ? Je ne sais pas pourquoi Voerio il l'a fait, parce qu'en fait c'est une coutume extrêmement flamande. C'était vraiment la coutume du memento mori
à une époque, vous savez, ça a été de concert avec ce qu'on appelle les vanités. Je vais y revenir. Mais on a trouvé les bijoux surtout sur les pays anglo-saxons. Donc on faisait des bijoux, comme vous avez vu un peu le dessin chez Vouerio, avec un crâne ou une tête de mort qui s'ouvre. Parfois, souvent, la tête de mort peut contenir une petite relique, un petit cheveu, quelque chose comme ça. Et vous avez, alors ça c'est un chef-d'œuvre, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Rousseau, c'est un Français, il fait des montres en forme de tête de mort. Et alors pareil, toujours, mais on est dans le discours allusif et en même temps symbolique. Hein. Le temps, c'est la vie et le temps, c'est la mort. Donc souvent, dans ces montres, on a sur le front, on nous montre parfois une naissance du Christ, et puis si on ouvre la montre, on voit une crucifixion. Donc il y a toujours l'allusion au temps qui passe. C'est absolument morbide comme bijou, mais c'est très révélateur de l'époque, de cette époque où souviens-toi que tu es en vie, hein, jouis de la vie en même temps, souviens-toi que tu es mortel. Vous voyez, ça allait, on pouvait jusqu'à offrir des petites bagues. On pouvait offrir des bagues comme ça ça n'existe pas, mariage ou fiançailles encore, hein, donc des bagues de conjoints. Hein, où là, vous avez la jolie petite personne et puis qui va devenir un joli petit squelette. Mais c'est pas grave, c'est allusif, mais c'est pas grave. Alors, je voulais rester dans le contexte du dessin, mais il y a d'autres bagues qui débarquent aussi à ce moment-là, qui sont des bagues jumelées. Vous avez imaginez 2 bagues côte-côte, et quand elles se défont, eh bien à l'intérieur, il y a un petit bébé, un petit fœtus, et de l'autre côté, un petit squelette. Donc c'est tout à fait conforme à ces fameuses vanités que vous connaissez, qui apparaissent dans le contexte flamand. Hein. Les Flamands sont très amateurs des vanités, pour des tas de raisons, hein, spirituelles, commanditaires, la région protestante et tout ça. On est dans un autre dictionnaire et un autre vocabulaire que chez les Italiens. Mais bon, c'est exactement ça. Hein. La vanité, c'est le temps qui passe, donc avec la montre qui est représentée, le verre qui est à moitié vide et cette bougie éteinte qui vous signifie la mort. Hein. Au début, les vanités, il y a des crânes, mais vous connaissez ça, vous en avez vu dans tous les musées. Hein. Après, il y a des évolutions. Mais, donc le bijou, très souvent, il est le reflet. On a également celui-là, par exemple, qui est dans les collections du Riche Museum. Vous voyez, cette bague, c'est un squelette, hein, devant. Et puis dedans, il y a un miroir. Et quand vous ouvrez ce miroir, il y a un petit cheveu qui se met des petites reliques, quoi. C'est un petit reliquaire. Alors, c'est un peu macabre, je suis d'accord avec vous, mais c'est quand même très révélateur de Vouerio. C'est un des seuls à nous avoir fait des dessins comme ça, encore une fois, hein, sur la fin du XVIe siècle. Et après, il a fait d'autres choses. Hein. Il est capable de faire des très jolies bagues avec des hommes, des gros mascarons aussi, parce que le mascaron, c'est important. Donc le XVIe siècle, si vous voulez, pour les livres, on a à peu près la synthèse de la fin de la Renaissance et puis du début du XVIIe siècle, qui, lui, alors va voir le développement. On va un peu arrêter avec les arabesques, les entrelacs, les nœuds. On va un peu arrêter avec ça. J'ai trouvé cette gravure marrante, quoi, Jean Lepaute, qui est effectivement aussi quelqu'un qui est dans le travail de la gravure, qui vous montre encore que l'orfèvre, il fait des couverts, mais ici, il fait des bijoux aussi. Hein. Voilà, c'est marrant, ça c'est le soufflet pour attiser le feu. C'est marrant comme tout. Alors nous, on continue à faire cocorico et c'est pas faux. Hein. La bijouterie française continue à dominer. C'est vraiment un moment où il y a un net dégagement de la part des orfèvres français. Il y a une spécialité qui est apparue sous le règne d'Henri IV et de Louis XIII, qui est typique des orfèvres parisiens. C'est un entre parenthèses parisien. Ça s'appelle le style des cosses de pois. Les pois, vous savez, les pois. Voilà. Sauf que, en fait, on a appelé ça cosse de pois, mais ça n'a absolument aucun lien avec le pois, le petit pois que l'on écosse. Voilà. Le principe de l'ornement cosse de pois, c'est pour ça que ça s'est appelé comme ça, c'est quelque chose que les orfèvres parisiens se sont totalement accaparés sur, je vais dire, une trentaine d'années, même plus.
une cinquantaine d'années. Et ces motifs-là, alors là, ça c'est amusant parce que ces deux auteurs-là qui se sont un peu moqués, ils n'ont pas été sympas en fait, ils se sont moqués des Espagnols, c'est une boutade. Grand bouquet d'orfèvrerie à l'espagnol moqué. Je ne sais pas, il avait quelque chose contre l'espagnol, l'auteur. Parce que moi, je vous dis ça de tenir de compte que ça. Mais lui, il a rajouté un souffle à cul sur l'espagnol et il lui fait souffler une haleine épouvantable. Donc, il se moque. L'espagnol moqué. Il y a un litige que je ne connais pas. Mais retenez que le principe des causes de poids qui va durer, perdurer. Et vraiment, il va y avoir sur une quarantaine d'années plus de 30 recueils parisiens qui vont parler que de ça, de gravure, des causes de poids, hein, qui vous montrent encore une fois aussi le travail, comme vous le voyez, de travail de noir sur blanc. Hein. Ça n'a rien à voir avec les causes de poids, hein, mais bon, ça s'est appelé comme ça. C'est une spécialité typiquement française. Là, on a réussi à trouver un très beau médaillon qui le fait. Hein. Et en fait, c'est un moment aussi où les protestants et les catholiques et les protestants sont à nouveau réunis, et on a plus d'échanges, on va dire, entre les spécialistes du genre. Voilà, voyez un autre, Pierre Marchand, qui vous propose des dessins pour travailler sur les motifs floraux. Mais c'est vraiment une spécialité parisienne. Et pour vous montrer que les orfèvres aussi font des belles pièces, là on a une pièce magnifique qui est en cause de poids, mais qui est faite par un orfèvre, voyez. Mais là on est tout à fait dans le motif de ce que je vous ai montré auparavant. Parce que l'orfèvre continue à faire... Alors le XVIIe siècle, c'est un moment où la joaillerie, elle est un peu... Vous voyez, j'ai pris ça juste pour vous montrer un peu ce que ça peut être un ensemble de bijoux sur ces époques-là. Tout à l'heure, quand je vous ai montré la dame avec son gros collier, là, vous voyez, on est sur des colliers un peu lourds, avec des pendentifs très sertis de pierre, pas travaillés. Là, on est vraiment sur des bijoux qui sont anciens. On pourrait dire qu'ils sont 16e, mais bon, ils sont 17e. On a le pendentif, comme vous voyez, les alliances, bon, la montre et la façon de tailler. À partir du 16e siècle, on va tailler quand même, on va facetter beaucoup mieux les diamants ou les autres pierres précieuses. Et le XVIIe siècle, c'est un moment où on va avoir en France un grand roi, je n'ai pas besoin de vous le citer, et à cause de ce grand roi qui est très collectionneur de pierres, c'est ce moment-là où, ça y est, on va avoir des échanges de plus en plus importants. Ça ne veut pas dire qu'on ne les avait pas auparavant, hein. Mais Louis XIV va faire quérir en Inde de très très belles pierres avec un lapidaire célèbre qui s'appelle Jean-Baptiste Tavernier. Donc le fait que Louis XIV collectionne, on va aussi avoir des échanges entre-temps. Entre-temps, il y a eu vous allez dire, je retarde un peu, mais entre-temps, il y a eu Christophe Colomb en fin 15e qui a ouvert les voies de l'Amérique du Sud et qui fait que l'Inde n'est plus la seule. Les mines de Golconde en Inde ne sont plus les seules pourvoyeuses de pierres précieuses, hein. Les émeraudes arrivent de Colombie. On va dire en gros que si vous voulez, bien sûr qu'il y en avait des pierres précieuses avant, sur la Renaissance. Mais bon, c'est franchement le 16e et le 17e siècle qui va les voir venir, qui va les voir arriver. Hein, on va les voir vraiment arriver et être embellis sur les motifs des joailliers. Gilles Légaré, lui, il a eu beaucoup de chance parce qu'il a été nommé orfèvre du roi. Et voilà son livre d'ouvrage. Hein, il marque qu'il est l'orfèvre du roi, rue de la Vieille Draperie. Hein. Voilà, 1663. Et ce recueil est très intéressant parce qu'il contient à peu près tous les ornements qui vont éclore. Sur le 16e, on va avoir l'exubérance végétale. Les causes de poids étaient déjà une ouverture, mais là, on va laisser tomber un peu les entrelacs, les têtes de mort, on va aller vers autre chose. Il y en a une qui va lancer la mode. Elle va vraiment lancer la mode parce qu'elle avait l'idée toujours sur ces... Je ne vous ai pas dit, mais j'ai trop de choses à dire. Et puis, votre président m'a dit, il ne faut pas être trop long. Donc, j'ai un peu l'impression que là, je suis très longue, là. Je dépasse le temps qui... Ah, j'ai qu'une demi-heure. Bon, alors on va tout de suite passer à la fin. Non, je plaisante. Et, veuillez m'excuser, je suis très bavarde. Non, mais ce que je voulais vous dire, c'est que la mode aussi, elle accompagne, la mode, elle fait le bijou. Et donc, la marquise, vous savez, auparavant, on a des fraises, on est empesé, ça remonte, donc on coud les bijoux sur les vêtements. Donc, il y a tout un changement après avec cette mode qui va venir. Et la marquise de Sévigné, elle avait pris l'habitude, comme ça, juste au cœur aux naissances de sa poitrine, de mettre un nœud
de mettre un nœud en velours et pas forcément d'y accrocher un bijou. Et elle a complètement fait la mode parce que Gilles Légaré a créé un dessin. Un dessin qui est, je suis ravie, j'ai le bijou, à Amsterdam. Mais vous voyez, ça c'est le recto verso, toujours pareil. Et donc, mine de rien, la marquise a créé une mode qui va durer 1 siècle et demi. Jusqu'à Marie-Antoinette, on se mettra le petit nœud comme ça. Et il y avait un jeu de mots amusant parce qu'il s'appelle Gilles Légaré. Alors, comme cet Émile-là, on disait « elle l'a égaré ». Vous savez, ça c'est très 18e, de faire des petites prouesses verbales comme ça. Donc voilà, simplement pour vous dire, voyez, ça change. Notre Gilles, là, il nous fait les facettages quand même. Les autres, avant, ils ne se cassaient pas le bol. Forcément, ils n'avaient pas trop de diamants pour le faire. Mais bon, vous voyez, il nous fait les facettages, il nous fait les décors. On s'avance, quoi. On s'avance vers de la belle joaillerie. Et il y a aussi des gens, Gilles Légaré, vous voyez, on va avoir ça y était déjà un peu, mais Louis XIV a tellement eu à cœur de diffuser son image qu'il y a un bijou qui est arrivé comme ça, très important, c'est le médaillon. Bien sûr qu'avant, il existait un peu, mais là, c'est pas par hasard que les bijoutiers, sur leur planche à dessin, montrent des médaillons pour mettre des portraits. Et vous avez notamment un monsieur qui s'appelle Petitot le Vieux, qui est extrêmement génial, parce que, alors, Légaré fait ça, il a fait le dessin, puis il fait le reste. Et puis, vous avez des peintres absolument exquis qui arrive sur ivoire. La plupart du temps, le support est sur ivoire. Qui arrive, celui-là, il est très pro pour la carnation, pour la chair, pour le rouge. C'est des très très beaux portraits. Et c'est vraiment aussi la belle alliance d'un peintre et d'un orfèvre. Voilà. Et en même temps, ce vocabulaire, c'est le vocabulaire du XVIIe, et on va l'avoir. Vous voyez, par exemple, ce dessin, là, on est en Angleterre, on a à peu près les mêmes choses, un foisonnement. Les Anglais, ils se dégagent pas trop sur le. Sincèrement, c'est très curieux. C'est vraiment très franco-français, l'art de la joaillerie et de la bijouterie. Donc, vous avez compris, on va cheminer gentiment sur le XVIIIe siècle. Là, j'ai mis une petite étiquette d'un orfèvre qui est à Strasbourg, qui vend. Vend et achète. J'ai pas fait la faute, j'ai recopié des croix de diamant, pendant d'oreilles. Donc c'est pour vous dire qu'il fait un peu de tout. C'est sympa les étiquettes d'orfèvre, mais il y a quelque chose qui est important aussi. Je suis obligée d'en parler, sans quoi. C'est l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert qui va fixer un petit peu les choses. Mais vous voyez, ça n'a pas changé depuis Récmiré. On est à nouveau. Oh, tiens, c'est marrant. On est à nouveau, vous voyez, sur ce tablier, sauf que l'établi, c'est incurvé, là. C'est plus pratique, c'est plus ergonomique. Voilà, les grosses boules en verre qui permettent de grossir, en même temps l'achat, le poids. Vous voyez, on n'est pas loin du Saint-Éloi, d'il y a 3 siècles. Le souffleur de verre. Donc, ce qui est bien avec Diderot et d'Alembert, c'est qu'on a non seulement les outils, mais on a aussi les instruments. Les instruments, le XVIIIe siècle, je pense que c'est l'apogée du raffinement français. Surtout dans le décor, c'est l'exubérance végétale, c'est le style rococo, jusqu'au néoclassique, bien sûr, sous la fin du règne de Louis XV de Louis XIV et de Louis XV. Donc tout ce qui fait allusion à l'amour, le carquois garni de flèches, les colombes, et puis tout un tas de nouveaux bijoux qui arrivent. La châtelaine, par exemple. La châtelaine, c'est très important. C'est ce crochet qu'on accroche à la ceinture et on met le sceau pour cacheter la lettre, ou on met, là ça va être un médaillon, mais on peut aussi mettre la clé, la petite clé qui va ouvrir le secrétaire le plus secret. On peut y accrocher ses ciseaux. Donc la bijouterie, joaillerie, parce que je suis obligée de dire les deux termes, prend une ampleur incroyable. Et en même temps, Diderot et d'Alembert nous montrent bien qu'il y a les orfèvres. Il y a les orfèvres dits grossiers, c'est-à-dire ceux qui font l'orfèvrerie, tout simplement. Il y a également, vous voyez, ils nous renseignent quand même sur les orfèvres joailliers, metteurs en œuvre. Parce qu'au départ, souvent, on appelle un orfèvre metteur en œuvre. Vous avez voilà. Mais là, l'avantage, c'est qu'on a effectivement le facettage des diamants. Et c'est évident, maintenant, le travail est séparé. Le travail est séparé. Les éléments naturalistes rentrent. Alors, on a par exemple un Augustin Duflot, qui est très célèbre aussi, parce que lui, il est là, on est sur le deuxième quart 18e. Lui, il est rentré en scène très vite, puisqu'il a fait la couronne de Louis XV. Pour info, la couronne de Louis XV, elle est au Louvre. Vous savez, les bijoux, ce qu'on appelle les régalias, les bijoux du
du roi sont au Louvre, à la galerie d'Apollon. Alors cette fameuse couronne royale que Duflot a fait pour Louis XV, aussitôt elle a été faite, aussitôt on a enlevé les pierres pour mettre des fausses. C'était fréquent. C'était très fréquent d'enlever le joyau pour remettre des fausses. Donc à l'heure actuelle, on a des pierres de couleur. Mais c'est normal. Le XVIIIe siècle, ça a vraiment été l'époque où on a commencé à faire du faux bijou. J'y reviendrai. Mais Duflot, vous voyez, ce que je veux dire, comme le sujet, c'est le bijou dessiné, on arrive de plus en plus à très bien dessiner le bijou. Duflot, je le cite, en 1767, il disait « Aujourd'hui, beaucoup s'en remettent pour ces travaux à des mains étrangères qui, n'ayant aucune habitude des manières spéciales à la joaillerie, ne peuvent leur fournir que des dessins et des modèles très fautifs. » Il dénonçait par là ce que je vous ai un peu montré avant, le dessin de bijoux qui est pas fini, quoi, la petite esquisse. Mais bon, voilà. Donc, comment dirais-je, il frime un peu. Il a fait la couronne de Louis XV. Donc voilà. Il a laissé un recueil, non, je plaisante, mais lui c'est important parce qu'il a laissé un recueil de dessins de joaillerie qui est exceptionnel. Et il a aussi remis à la mode Duflot. Bon là, vous le voyez pas, mais vous voyez un peu le type, toujours pareil, beaucoup de guirlandes, beaucoup de motifs, la boucle aussi qui arrive. Et puis ça, c'est des broches. Ça, je vais vous en reparler. Ça, c'est des broches aussi. Il va remettre à la mode les pierres de couleur Duflot, parce qu'on n'en voulait que pour les diamants. Et je fais un peu allusion à aussi les ordres un tout petit peu. Parce que tout à l'heure, je vous ai marqué Saint-Michel, le dragon, tout ça, mais les orfèvres faisaient aussi les insignes militaires. Mais là, il faudra que vous reveniez pour une conférence de 5h30, parce que c'est très rasoir. Et donc là, Duflot nous avait fait un ordre de la Toison d'Or, et Jacquemin nous a fait cet ordre de la Toison d'Or porté par Louis XV. Louis XV a fait son petit caprice. Il voulait un ordre de la Toison d'Or en pierre de couleur. Normalement, c'est voilà. Et donc, Jacquemin a fait son dessin avec 3 pierres, spinel de Bretagne, diamant bleu, et puis toison d'or et un diamant blanc. Et une fois que ça a été fait, il a dit « Oh non, c'est pas bien, je le veux en blanc ». Donc, ces pierres, elles ont été démontées. Ces deux-là, vous les voyez au Louvre. Mais il y a un joaillier genevois qui, en 2010, l'a reconstitué, cet ordre de la Toison d'Or. Non, tout ça pour vous faire allusion au fait que les pierres de couleur, c'est pas à cause de cet ordre, mais les pierres de couleur arrivent quand même. Et Pierre Pouget, notamment, un autre orfèvre très important, vous voyez, qui a écrit, qui montre son en-tête de traiter des pierres précieuses. Ça, c'est vraiment pour nous, on s'en sert encore maintenant de ces ouvrages-là. Parce que, voilà, on est dans l'explication. Il a publié 2 traités des pierres précieuses et de la manière de les employer en parure, et nouveau recueil de parures de joaillerie. On a vraiment toute la nature. Mais c'est un petit peu normal aussi en même temps parce que c'est le fait du prince. Or, sur le XVIIe et le XVIIIe, vous savez, on pratique l'art des jardins. C'est pas, vous le connaissez, cet art des jardins. C'est aussi l'avènement de la botanique. On étudie beaucoup la science des animaux, de la botanique. Donc, c'est le reflet, tout simplement. Et on a des Pouget, par exemple. Il va sortir les planches des Grettes parce que c'est super à la mode. Les Grettes est très, très à la mode. Le bijou de cheveux est très à la mode. Donc, on a, vous voyez, bon, chez Pouget, des planches d'aigrettes, mais on les retrouve. En voilà une très jolie, diamant saphir. Et en même temps, on porte toujours la pièce d'estomac qui est là, le bijou, enfin d'autres bijoux. Et puis, ces 2 bijoux-là qui sont très importants. Attendez, j'ai une autre petite aigrette. Au départ, on mettait le ruban, on mettait la plume de l'animal et puis parfois un petit ruban. Puis petit à petit, les joailliers se sont engouffrés là-dedans parce que c'est la mode. Le bijou de cheveux arrive dès la fin 17e, donc c'est très la mode. Et alors par contre, il y en a un qui met le pavé dans la mare, et c'est le cas de le dire, c'est Strass. Parce que Strass va innover en inventant le strass, ce que vous appelez Swarovski aujourd'hui. Le strass, c'est du verre très chargé en oxyde de plomb, qui est très beau, qui est très généreux. C'est un verre très magnifique, qui imite à perfection le diamant. Et en fait, c'est Strass qui va l'adapter à la joaillerie, à la bijouterie de faux, pardon. Et on raconte que les pièces de Strass étaient tellement recherchées, elles imitaient les belles pièces,
qu'elles étaient parfois plus chères que la pièce d'origine. Ça va être très important. Vous savez, l'atmosphère de la cour au XVIIIe, vous êtes suffisamment érudit pour que je n'ai pas à vous décrire cette atmosphère de cour où on se montre, où les bijoux deviennent de plus en plus importants. Et en même temps, il y a aussi l'effet de mode qui veut qu'on porte un bijou de jour et un bijou de nuit, parce que les flambeaux, les bobèches, les bougies vous éclairent vos parures de façon différente. Donc, on va s'engouffrer dans la fausse bijouterie, tout simplement, mais qui peut avoir, regardez, des résultats absolument exceptionnels. Regardez cette personne, on dirait un sapin de Noël, tout simplement. Elle en a là, elle en a là, elle en a là, elle en a là, elle a tout ça ici, je vous en fais bon. Et bien ça, c'est, voilà, elle a beau être archiduchesse de Lorraine, je pense que toutes ses copines ont voulu l'imiter. Et donc, la bijouterie fausse existe. Et puis, grâce à Pouget ou à d'autres gens, on a... Et le bijou très phare, alors c'est un mauvais jeu de mots, parce qu'il reflète la lumière des girandoles, ce sont les girandoles. Ça, c'est très à la mode au XVIIIe siècle de porter ça, puisque quand on bouge la tête ça, c'est les parures du soir. Regardez comme elle a l'air niais, mais elle est contente. C'est normal, elle va se marier. Alors, elle va se marier et son chéri, il est là, parce que c'est la mode aussi. C'est très la mode d'avoir le bracelet avec le portrait. Ça, c'est toujours la mode. Mais la Pompadour l'a particulièrement redynamisée, cette coutume, en faisant créer d'ailleurs à Paris une école de camée. Hein, le camée, vous savez, c'est la sculpture sur la pierre. La gravure est en ligne taille. Voilà. Donc les girandoles, c'est très à la mode, je vais passer. Et puis les bagues, multitude de bagues, multitude de petits seaux qui s'accrochent à la châtelaine, parce qu'encore une fois, la châtelaine est importante. Et bon, voilà, c'est pour pas quand même négliger les petits copains européens. Hein, Van der Kruisen, eh ben, ils imitent les Français, ils font un peu la même chose. On a quand même beaucoup de documents venant de la Hollande, parce que Anvers est la plaque tournante des diamants, elle l'est encore aujourd'hui, elle a le monopole depuis 4 siècles, donc c'est normal qu'on ait beaucoup de documents. Je vais faire attention parce que j'ai plus que 5 minutes. Mais ça va être terminé dans 3 heures. Et donc voilà, vous avez une révolution qui est terrible. Hein. La révolution, elle change tout. Elle change tout parce qu'avant, vous avez compris, c'était une corporation avec les maîtres orfèvres, il y avait tout un système. Mais le dessinateur, encore une fois, dans la hiérarchie sociale de l'atelier, on ne le voyait pas. Il avait sa petite feuille là, puis il essayait de se débrouiller. Alors le 19e va quand même tout changer, parce que il faut un bijou, c'est une œuvre collective, vous l'avez compris. Il y a un dessin au départ, et puis après, on va avoir un sertisseur qui va arriver là, un batteur en or qui va faire un lapidaire. Donc, au XIXe siècle, ça va exploser. Non seulement ça va être un support de vente aussi, parce que nos grands joailliers vont débarquer là, à la place Vendôme là, à partir du 3e quart du 19e, on va avoir pignon sur rue. Ça ne veut pas dire qu'on n'avait pas avant, vous avez vu des catalogues. Mais on exporte, on exporte encore plus. Donc le bijou dessiné, il a son importance. Donc il faut absolument apprendre aux bijoutiers à dessiner. Et c'est ainsi que on va créer dans les écoles de joaillerie, de bijouterie, les premières écoles, on va dire vers 1850-60, eh bien, vous avez une formation qui définit le statut de dessinateur joaillier. Avant, c'est balbutiant, vous l'avez compris. Donc, on va apprendre, je vous en fais grâce, c'est un manuel, il fait 300 pages, donc c'est juste pour vous montrer, on va apprendre vraiment le dessin orthogonal pour dégager ne serait-ce qu'une jolie bague et d'y inscrire le cabochon. On va aussi apprendre à l'élève... Il est retors, la touche là. On va apprendre à l'élève à faire la grisaille pour faire croire que le fini brillant, c'est une perle, que le fini dépoli, c'est une surface qui reflète moins la lumière. C'est extrêmement délicat, vous voyez, le fini martelé. On va apprendre tous ces détails, j'accélère un peu, on va apprendre tous ces détails qui sont très importants parce que c'est la première ébauche, c'est la base. On va bien sûr aussi tenir compte de la taille de la pierre précieuse, son facettage. Et ma foi, voilà un autre. On va arriver très gentiment. On va arriver très gentiment avec un premier croquis noir-blanc, après avec un croquis mise au net, et puis une mise en couleur.
hein. Et puis, on va arriver très rapidement au métier de gouacheur, qui est le métier de maintenant. La gouache, on la connaît, elle est apparue au XVe siècle, la gouache, on la connaît déjà. Mais si vous voulez, cette matière qui devient sèche et qui devient mate, lorsqu'elle sèche, eh bien, elle permet de recouvrir sur le dessin complètement la surface et d'imaginer vraiment le bijou tel qu'il est en place. Par exemple, là, peut-être que vous voyez, par exemple, ici, le gouacheur a fait exprès de donner l'impression d'épaisseur pour que, en fait, le joaillier qui va venir par derrière comprenne que il faudra qu'il mette plus de métal. Hein. On va dire que le gouaché, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle maintenant, c'est le dessin moderne de maintenant. C'est ce qui permet également, quand il est très bien fait, d'attraper la lumière, absolument. Alors, au XIXe siècle, on a la tendance des dessinateurs de bijoux. Comme vous l'avez là, en Weber, c'est un grand bijoutier, hein, il a publié beaucoup. Voilà, une planche de bijoux de style Art Nouveau, où vous avez encore les bijoux comme ça, et puis vous avez le gouaché, comme je vous l'ai montré. Alors, évidemment, je parle quand même... Ah bah oui, parce qu'il faut quand même parler des dessins d'artistes. Lalique n'a pas fait de gouaché, Lalique, il a fait ses dessins. Et puis débrouillez-vous, mais c'est quand même, il faut quand même en parler, parce que vous l'avez compris, vous avez le bijou dessiné, et puis vous avez le bijou de l'artiste. Bon, donc Gallet, c'était quelqu'un qui a commencé le dessin extrêmement tôt, qui a commencé le dessin dès l'âge de 12 ans, qui a inventé le bijou moderne. Alors pourquoi est-ce qu'on dit qu'il a inventé le bijou moderne ? Parce qu'il est arrivé, après le Second Empire, la bijouterie était extrêmement historiciste, avec tous les genres, Renaissance, XIIIe, XIVe siècle, enfin on mélangeait tout. Et Lalique est arrivé en disant, moi je vais prendre du verre. Je vais prendre du verre, et puis je vais prendre que du verre, et puis voilà, je ferai du verre émaillé, puis je ferai des bijoux. On est en pleine période Art Nouveau. Mais vous voyez, les dessins de Lalique simplement, ce sont des épreuves d'artistes. Là, on n'est pas du tout sur, encore une fois, ne vous y trompez pas, on est sur l'exception, on est sur le dessin d'artiste. Ça, Lalique a commencé chez d'autres joailliers, hein. C'est un travail qu'il a fait pour Boucheron. Il aimait bien, il aimait beaucoup la nature, c'est normal, c'est l'Art Nouveau qui le veut. Et voilà, une aquarelle. Mais vous voyez, cette aquarelle, elle est très travaillée. Pour du Lalique, elle est très travaillée parce qu'il a beaucoup travaillé son gouaché. Vous voyez, où on a quand même le reflet des pierres, des émeraudes et des rubis. Et pour vous montrer pourquoi il est nouveau, pourquoi Lalique est-il nouveau dans l'Art Nouveau ? Parce qu'auparavant, les joailliers utilisaient le support platine, l'or, l'argent et les pierres précieuses ou les gemmes, les pierres fines. Lalique, il a instauré ce qu'on appelle le décor pliqué à jour, c'est-à-dire le vitrail, tout simplement, sur lequel il incruste du diamant. Hein, il a monté ça, il a appliqué ça à la bijouterie, et puis il a fait intervenir, bien sûr, c'est des matériaux nobles, le diamant, mais faire un système de pâte de verre ou de vitrail de verre, c'est extrêmement neuf, on n'aurait jamais eu l'idée. Il a aussi l'idée d'embellir un simple bijou qu'avec de la corne. La corne, voilà. Vous voyez, donc ces dessins, par exemple, là, ces chauves-souris, Lalique, il reprend. Mais vous voyez, on n'est pas dans le réau complet du travail, hein, c'est juste une ébauche. Hein. Mais bon, c'est quelqu'un de très à part, Lalique. Hein, attendez, voilà. Oh zut, attendez, excusez-moi, elle est voilà, par exemple, Et alors, il est très poète, mais c'est l'école de l'Art Nouveau. Gallet a fait pareil. Hein. Gallet, c'était un grand poète de la nature. Donc, à chaque fois, quand il faisait leur dessin, il ajoutait une petite poésie. Sauf que là, il dit, lui, il faut faire attention, il faut mettre l'or de telle façon, de telle façon. Et vous voyez, là, on a vraiment le bijou qui sort du dessin. Sauf qu'on ne l'a pas en 3D. Hein. Donc, là, j'ai un joli modèle qui montre une broche, en fait, de corsage, où vous avez les pigeons sur la branche de feuilles d'olivier. Et vous voyez, ce principe du verre moulé, jamais les bijoutiers auparavant mettre du verre, mais ça ne va pas, il faut mettre des diamants, il faut mettre des rubis, il faut mettre des émeraudes. D'ailleurs, Lalique, une fois qu'il a fait le tour de la question, il s'est dirigé vers la verrerie. La seconde phase de Lalique, c'est la verrerie avec les grands parfumeurs. Hein. Alors là, je suis ravie parce que j'ai le tableau, la dame le porte, le bijou. Il est là. C'est rare, vous voyez. Donc, oui, c'est assez rare. Mais c'est toujours... Lalique, c'est à part. Regardez ce joli dessin d'épingle à cheveux. Mais pareil, c'est de la corne. C'est tout simplement de la corne avec un peu de diamant. Lalique, c'est un entre parenthèses dans l'histoire de la joaillerie.
Là, c'était sa propriété à Fontenay. Il avait une propriété. Il a pris en photo son jardin, ouais, et il a fait ce magnifique jardin d'hiver. Il faut savoir que Lalique était très cher déjà lorsque ces bijoux sortaient et faisait tout de suite appel à des collectionneurs. Vous n'aviez que des collectionneurs sur le travail de Lalique. Après, il y avait des bijoux qui étaient moins dispendieux, comme on dirait, mais ces bijoux étaient tout de suite acquis par des collectionneurs. Le fameux Gulbenkian, notamment à Lisbonne. Et puis, l'art nouveau, c'est le triomphe de la femme chrysalide, hein, qui sort et qui devient papillon. Voilà, on a beaucoup de dessins comme ça. Ça, c'est un projet de face à main, où on a où vous voyez au muguet. Mais ce sont plus des dessins d'artistes que du gouaché. Lalique est célèbre aussi pour tous ses peignes, parce que c'était la mode. C'était la mode des colliers de chiens et des peignes pour les coiffures, les chapeaux. Regardez, il y a aussi, mais là, ça sera un autre cours, hein, il y a aussi l'apport du japonisme. Une des broches les plus célèbres de Lalique, c'est celle-là, hein, qui a été portée par Sarah Bernard et qui est une femme papillon. Elle est maléfique, cette femme libellule, parce qu'elle a tout de suite été achetée par le Gulbenkian. Et vous voyez, c'est une espèce je sais pas, d'animal à tête de serpent c'est très curieux, parce qu'on ne sait pas si en fait la femme est engloutie par ce monstre maléfique ou si elle ressort victorieuse de ce monstre maléfique. C'est une très très grande broche, elle fait presque 25 cm de haut et elle est articulée. Voilà. Je vous rassure, j'ai fini dans 3 heures. J'ai bientôt fini. Non, j'ai bientôt fini. Non, j'ai bientôt fini. Pour vous dire qu'à l'heure actuelle, qu'est-ce qu'ils font nos joailliers, déjà, depuis 25 ans, ils ont créé aussi le principe de la haute joaillerie. Vous connaissez la couture, la haute couture. C'est pareil, la joaillerie et la haute joaillerie. La haute joaillerie, c'est le modèle unique. Donc, si vous allez sur les grands de la place Vendôme, eh bien, ils ont tous leur collection joaillerie, hein, prêt-à-porter, et haute joaillerie. Et que ça soit joaillerie ou haute joaillerie, le gouaché est vraiment devenu la base. Je l'ai marqué, c'est le patron à la haute couture. Parce que ce travail très délicat, c'est en fait là-dessus qu'on va proposer aux clients. C'est là-dessus qu'on va proposer au client son travail. Vous arrivez, vous avez un saphir de 15 carats, 40 diamants de 10 carats, et puis vous dites, je veux que... Bon, alors, eh ben, on va vous faire ça. On va vous faire ça, puis vous allez dire, bah non, j'en veux pas, je le veux pas. Bah si, on vous le fait, puis à la sortie, vous l'avez. Et à la sortie, on l'a sur le collier de la dame, puisque c'était une riche héritière. Marjorie Meriwether Post, elle a légué d'ailleurs sa maison à l'État de Washington. Vous voyez, alors moi je suis ravie quand j'ai le bijou, le dessin et la peinture, je saute de joie. Voilà, mais on a d'autres, je vais passer, parce que c'est pour vous montrer qu'ils travaillent tous comme ça maintenant. Ils travaillent tous avec le gouaché. Vous voyez, par exemple, là on est chez Buccellati, non, on est chez Bugatti là. Vous voyez, non, Buccellati. Vous voyez, le joaillier a mis son élément. Le modèle, il est fait à l'échelle 1, c'est-à-dire à l'échelle du bijou. Donc après, il va servir à chaque corporation, enfin celui qui va, le lapidaire. Là, on est chez Cartier avec la panthère. Vous voyez, donc c'est le début. Parce que le lapidaire, par exemple, il va arriver sur le dessin, puis il va poser ses pierres les unes après les autres pour voir s'il y a la faisabilité ou pas. Et en même temps, le gouacheur, son talent, c'est de lui avoir travaillé la luminosité, le reflet de la pierre, hein, la transparence, et en même temps, vous voyez, c'est vraiment magique, le gouaché. C'est vraiment très, très magique, parce que c'est la base de départ, alors que ce que je vous ai montré tout à l'heure, ce sont des dessins, ce sont des propositions de dessins, mais on était à la Renaissance, il ne faut pas en vouloir non plus. Vous voyez, bon, chez Cartier, je pourrais vous prendre n'importe lesquels, ils sont tous comme ça, hein. Ça démarre toujours avec un gouaché. Et la touche de l'ordinateur, elle est pas sympa, elle ne veut pas marcher. Vous voyez, le dessin, là, très très beau. Après interviennent d'autres gens, hein. Par exemple, pour la panthère de Cartier, elle est systématiquement travaillée à la cire perdue. Il y a plein de professions qui interviennent, hein. On n'a pas qu'un joaillier, hein. On a, là, par exemple, encore une fois. Ah, ça, c'est très joli, c'est le Tutti Frutti de Cartier. Vous voyez l'aquarelle, là, le gouaché, il est là. Oui, ça, c'est très spectaculaire. Cartier a beaucoup travaillé sur... mais si, je suis un peu longue. J'ai bientôt fini. J'arrête pas de dire, j'implore votre clémence, j'arrête pas de dire que j'ai bientôt fini, mais j'arrête pas. Non, ce qui est très sympa, parce qu'il y a une dame tout à l'heure qui me parlait de l'Inde. Cartier début 20e est allé en Inde, et il y a eu un échange extrêmement magique entre le savoir-faire des Indiens et le savoir-faire des Occidentaux. Les Indiens, ils ne facettent pas leurs pierres, ils les polissent ou ils les gravent.
Et donc les Maharajas sont venus en France fin 19e pour amener avec leurs gros cailloux qu'ils polissent. Eux, ils les polissent, ils les mettent en cabochon ou ils les gravent. Et Cartier, c'est un des plus grands joailliers. Les autres, ils sont allés aussi en Inde. Mais Cartier a beaucoup travaillé sur l'échange Inde et Occident. Et donc tout ce travail-là, ça, c'est très indien. Et là, c'est complètement occidental parce que c'est du certi en griffe. Et les Maharajas, ils étaient fous de ça. Et en même temps, c'est un très très beau... C'est vraiment la belle communion entre deux civilisations et deux savoir-faire. Ça s'appelle Tutti Frutti parce que c'est comme ça. Je vais arrêter. Ben voilà, par exemple, un dessin d'un Maharaja. Parce que les Maharajas ont été des gros clients des joailliers, fin 19e. Ils ont été des gros clients parce qu'ils avaient les pierres. Mais ils venaient en France chercher les savoir-faire. Et très sincèrement, je ne fais pas cocorico, mais la France était vraiment a dominé vraiment le monde de la joaillerie. Ça ne veut pas dire que vous n'aviez pas en Angleterre des grands joailliers. Mais franchement, c'est vrai qu'en France, les grands joailliers de la place Vendôme, ils ont dominé dès le début, dès la fin 19e. Et ça, c'est un très beau dessin. C'est pour vous, puisque vous vouliez du document papier. Donc les Maharajas, pour eux, les Maharajas, le bijou luxe, le grand bijou qui... Vous savez, nous, nos rois, c'est la couronne. Chez les Maharajas, c'est l'aigrettes. Voilà, donc le dessin. Et voilà, par exemple, une gouacheuse, Estelle Lagarde, je l'ai pris sur son site, vous voyez, c'est une montre faite en gouaché. Elle imite le cuir. Le gouacheur d'aujourd'hui doit faire 4 années d'études pour obtenir la maîtrise de la technique du gouaché. Il faut qu'il apprenne tout son métier pour savoir être capable de... Il faut qu'il connaisse la pierre, le reflet d'un diamant, la matité d'un cuir, voilà. Sauf que maintenant, il y a aussi d'autres traditions qui se terminent comme ça, et c'est vrai que j'ai terminé dans 2 documents. On a un système où on fait un dessin. Et puis votre logiciel 3D va vous accaparer ce dessin. Là, on est sur un logiciel assisté. Il va vous faire en dimension avec le certi, la façon dont le certi va venir prendre son diamant, et il va vous ressortir à la sortie le gouaché. C'est pas gentil parce qu'il fait le travail autrement. Donc ça, c'est le dessin qui sort d'un objet. Je me suis mal exprimée. On fait un premier dessin très hâtivement. La machine le travail en 3D comme c'est là, et elle nous ressort le travail comme ça, avec la couleur et la mise en place des pierres pour que le client le voit comme ça. Si vous allez chez les joailliers maintenant, c'est comme ça qu'ils travaillent. Ils travaillent avec une assistance informatique, avec des logiciels. Voilà, c'est systématique. Maintenant, les gouachés, c'est que pour les pièces de haute joaillerie. Et je terminerai là-dessus parce que c'est vraiment exceptionnel. Boucheron, ils ont repris depuis quelques années, ils ont 2 directrices incroyables, 2 femmes d'un dynamisme incroyable, qui ont moins de 40 ans et qui sont très brillantes parce qu'elles arrivent c'est un jeu de mots en joaillerie, très brillant. Et donc, elles arrivent à faire des choses, à se servir de matériaux extra. Et cette ligne-là qu'ils appellent le lierre givré, eh bien, tout simplement, c'est un mariage. Alors d'abord, ils ont scanné les feuilles de lierre. Ils ont scanné les feuilles de lierre les unes après les autres. Ils les ont mis autour du cou d'une fille et ils ont pris un scanner médical. Ils ne diffusent pas trop sur leur dossier de presse, mais ils disent que c'est un scanner médical. Ils ont scanné les feuilles de lierre avec leur nervure, leur beauté, voyez. Ils ont scanné et après le gouaché s'est chargé de faire ça. Et sur le gouaché, le metteur en œuvre a fait sa plaque de base. Ça, je veux dire que chaque feuille de lierre est issue d'une feuille de lierre scannée. Et après, alors là, c'est très original. Ils utilisent, ça c'est du diamant, mais ça c'est une pierre qui s'appelle le cacholong. Le cacholong, c'est une pierre qui n'est pas connue du tout, qui est une pierre opale, blanche et très opaque. Et en fait, elles sont très, très modernes, ces femmes, parce qu'elles ont aussi utilisé du cophalite. Le cophalite, c'est le revêtement qu'on met par terre sur les routes, le goudron. Donc elles arrivent à faire des lignes de joaillerie et d'autres joailleries qui sont merveilleuses et elles font un peu comme la Ligue qui en son temps a pris le verre mat, la pâte de verre et tout ça. Mais c'est surtout le principe du scannage. Ils ont aussi une collection avec des pivoines qui est absolument magnifique. Comme si la pivoine avait été trempée dans l'or ou dans l'émaillage, vous voyez. Voilà. Et je terminerai sur ce beau collier qui a pris... Celui-là, il a 14 500 diamants. J'ai cherché le prix pour vous le dire, mais je ne l'ai pas trouvé sur le site et je vous remercie de votre patience. «
Merci beaucoup pour cette extraordinaire conférence qui nous a amenés comme ça de l'Égypte ancienne jusqu'au XXIe siècle. Et on a encore 10 minutes pour des questions. Donc, qui se lance dans une question? Attends. Eh ben, dans les écoles de bijouterie joaillerie. Oui. Ou alors après, oui, comme monsieur l'a dit, après, comme monsieur vient de le dire, vous avez des écoles aussi privées, vous avez des lieux où vous l'apprenez. Mais c'est la plupart du temps, c'est la filière, bijouterie joaillerie, où vous avez un diplôme gouacheur. C'est quand même restreint, parce que vous avez vu les logiciels informatiques qui arrivent, c'est redoutable. J'insiste, le gouaché reste pour la haute joaillerie quand même, hein. Il est fondamental en haute joaillerie. Mais en bijouterie joaillerie, j'ai l'impression que... Vous imaginez le temps que gagne l'informatique? Non, moi je dis, il faut jamais dire qu'un métier disparaît parce que... Non, mais parce que très sincèrement, il y a toujours eu la joaillerie et la haute joaillerie. Elle est de tout temps. Elle est éternelle, elle existe. Vous avez toujours des clients pour des choses exceptionnelles. Et encore une fois, vous avez un bijou, on peut vous proposer un gouaché. On vous le proposera peut-être pas dans le détail avec le pinceau comme vous avez vu là, mais moi je connais un bijoutier à Lyon qui vous le propose. Mais je sais qu'après il va vous dire, mais si vous avez 3 motifs différents, je vais passer par l'informatique. Mais il va vous proposer le dessin, pour vous donner quand même l'impression. Il ne va pas non plus aller jusqu'à vous donner le reflet de votre diamant ou de votre saphir, mais il va quand même vous suggérer un dessin. C'est délicat. Mais je ne pense pas que gouacheur ce soit en voie de perdition. Je ne le souhaite pas pour les jeunes qui font. Bonsoir et merci pour cette conférence très intéressante. Je vais poser une question un peu bizarre. J'aurais voulu savoir s'il existait un musée Lalique en France. Oui, bien sûr. Oui, vous avez le musée Lalique dans l'est de la France. J'ai un trou de mémoire sur le lieu, mais vous avez un musée Lalique. Oui. Il est près de Nancy. Il est près de Nancy. Oui. Vous avez un musée que Lalique. D'ailleurs, c'est eux qui ont le plus gros fonds de dessins originaux de Lalique. Oui. C'est pas une question bizarre. Vous avez raison de la poser. Sauf que là où je peux répondre, c'est que les plus beaux bijoux Lalique sont pas forcément dans les collections françaises. Oui. C'est parce que les grands bijoux s'adressaient beaucoup à des collectionneurs. Donc je mentionne Gulbenkian à Lisbonne, qui est magnifique parce qu'il a la plus grosse collection. Après, vous en avez un peu éparpillé au Victoria and Albert à Londres, au Rich Museum. Ça ne veut pas dire qu'on n'en a pas en France, hein. Mais vous l'avez compris, Lalique, c'est haute joaillerie à un moment, puis joaillerie. Donc vous avez les bijoux d'exception, mais c'était souvent fait à l'unité quand même chez Lalique. Très souvent, oui. Est-ce qu'on connaît le poids, par exemple, de ce bijou-là? Là, je réponds pas. On le sait. Il faut aller sur le site. De Boucheron. Ils vous le disent. Mais en général, ces colliers, très curieusement, sont très très légers parce que de plus en plus, sur la fin 19e, les joailliers sont passés pour les sertis de l'argent aux platines. Ça a révolutionné le poids de la monture. C'est la reine d'Angleterre qui disait moi, le diadème du couronnement, je peux pas parce qu'il fait la couronne. Non, mais parce que c'était monté sur argent. Après, dès qu'on a monté les bijoux sur platine, c'était plus léger. Et maintenant, c'est sur titane. Et bon, vous mettez en exergue, effectivement, j'aurais dû mettre le poids pour un collier comme ça, mais vous pouvez aller sur le site de Boucheron, ils le marqueront. Je suis désolée de ne pas répondre. Non, c'est pas lourd. Il fut un temps où le platine était moins cher que l'or et moins cher même que l'aluminium. Au début, quand on a découvert l'aluminium, la première industrie de l'aluminium, qui était de l'aluminium dit chimique, il coûtait plus cher que l'or et le platine. Donc le prix des métaux précieux, c'est variable en fonction des époques. C'est vrai, c'est variable en fonction des époques. Mais sincèrement, dès qu'ils ont découvert que le platine était plus souple, aussi robuste et plus léger que l'argent, les montures ont arrêté d'être en argent ou en métaux comme ça, plus lourds. Le platine, dès le début 20e, il était utilisé. C'est un des premiers à avoir fait, c'est Van Cleef & Arpels. Ils ont tout de suite utilisé le platine, suivi après par les autres, bien sûr.
C'est bien, il y a plein de messieurs dans la salle, ça va leur donner des idées pour leurs épouses. Une autre question? Non? Vous savez, avec... Si, allez-y, à quand apparaît, je vais le redire. Allez-y, madame, pour les autres. Non, je voulais... Vous avez beaucoup parlé de bijoux de pierre sertie, mais quand apparaît la griffe? Alors, je me suis quand même mal exprimée parce que j'avais trop de choses à dire. Le serti, il apparaît tout de suite au Moyen-Âge, vous le voyez, c'est ce qu'on appelle le serticlos. Votre pierre, elle est engoncée, en quelque sorte. Et le serti-griffe, il apparaît beaucoup plus tard, c'est-à-dire fin 18e, début 19e. Et tous ces bijoux, disons à la Renaissance et 18e siècle, sont en or? Ah oui. Toujours? Vous les voudriez en quoi? Non, je ne sais pas. Ils sont en or, ils sont en argent. En argent aussi, oui. Non? Oui, vous avez des supports argent, mais c'est l'or. C'est l'or, et surtout, quand l'or il n'est pas beau, l'or émaillé à la Renaissance. Ils émaillent beaucoup, beaucoup l'or. Parce que il n'y a pas de secret aussi. La Renaissance, c'est la grande époque de la faïence. Faenza, la prospérité de Faenza, le 16e. Et donc, il n'y a pas de secret. Les faïenciers connaissent la technique de l'émail et de la cuisson de l'émail. Et donc, l'or émaillé, comme par hasard, c'est jumeau, quoi. On fait beaucoup d'or émaillé parce que ça permet d'enjoliver le décor, de faire un joli décor, en fait. Sur le platine, en l'utilisant, c'est vraiment fin 19e. Hein. On ne l'a pas avant. Enfin, oui, troisième quart 19e. Il arrive au moment des grandes expos universelles, troisième quart 19e. Et complètement utilisé à partir du 20e, tout le temps. Hein. Mais après, c'est des réponses génériques que je vous fais, parce qu'il y a des fois, c'est un petit peu changeant, quoi. Il y a d'autres questions? Au Moyen-Âge, les pierres avaient des vertus bénéfiques, maléfiques. Est-ce que le choix des pierres dans les bijoux tenait compte de ça? Bien sûr, complètement. Madame, elle est en train de demander s'il y a des vertus thérapeutiques sur les pierres. Alors, les pierres, elles ont tracassé les gens de tout temps. Vous aviez des évêques, vous aviez des théologiens qui ont rédigé des traités. Le traité de Marbold, par exemple, du Xe siècle, il vous dit tel rubis soigne telle chose et représente aussi l'amour, la charité, tout ça. Et donc, on allait, l'orfèvre du Moyen-Âge, enfin de la fin du Moyen-Âge, hein, gothique tardif, hein, pas Moyen-Âge, hein, et l'orfèvre, il s'occupait aussi de l'aspect lithothérapeutique de la pierre. On s'en occupait beaucoup parce qu'on avait des croyances un petit peu sottes d'ailleurs à ce sujet. Et je vais vous dire un truc amusant, c'est que les Indiens, eux, ils sont à fond là-dedans. Tous leurs traités, les traités indiens, on en a du 4e au 12e siècle, des traités qui parlent des pierres. Eh bien, sur ces traités-là, c'est marqué. Le rubis, c'est la couleur du sang, c'est celle qui va donner le courage aux guerriers. Vous voyez, il y a plein de... Et de nos jours, les Indiens, ils sont maîtres. Hein, c'est eux qui ont eu les pierres précieuses les premiers. Donc, ils sont maîtres dans l'art de conjuguer la lithothérapie et l'analogie avec l'énergie, si vous avez une pierre rouge, la verdeur, l'énergie du printemps, si vous avez une émeraude. Vous voyez, le diamant qui est absolument inflexible et qui est très dur et donc qui est réputé la pierre la plus forte. Donc, de nos jours, les bijoutiers indiens travaillent en astrologie. Allez sur n'importe quel site d'un bijoutier indien à Bombay, où vous voulez, ils travaillent en astrologie. Il y a un bijoutier indien là, à Lyon. Je ne fais pas sa pub, mais il est amusant parce que de temps en temps, je vais le voir, il est à la Croix-Rousse, il est grande rue de la Croix-Rousse. Il travaille comme ça, lui. Il continue à me dire qu'en Inde, les astrologie, pouvoir de la pierre, c'est conjugué. Vous arrivez, vous êtes quoi? Verseau, ascendant cancer? Attendez, on va vous mettre du saphir. Non, mais c'est vrai. Alors que nous, à ING, si les étudiants commencent à parler vertu des pierres, je peux vous dire que les profs, ils les ramassent, hein, parce que c'est hors de question. Mais au Moyen-Âge, on ne parlait que de ça. Mais on passait son temps à vouloir se protéger au Moyen-Âge. Donc les bijoux, ils sont protecteurs tout le temps. Il faudra que je vous fasse une conférence sur les bijoux protecteurs. Non, mais on passait son temps. Donc la pierre, elle en faisait partie. Elle en faisait partie, forcément, hein. Mais attention, pierres précieuses, pas beaucoup. On n'est pas très riche au Moyen-Âge. Hein. Enfin, bien sûr, il n'y a que les rois de France et les grands religieux qui ont des belles pierres précieuses. On ne les a pas tant que ça, les pierres précieuses sur le gothique tardif, hein, fin 14e.
Mais on tient compte, oui, de la vertu des pierres. Et ce qui est marrant, c'est comme je vous dis, vous avez des traités religieux. Il y a plein d'évêques, plein de religieux, des exégètes qui se sont amusés. Vous lisez la Bible, j'en parle dans le bouquin, vous lisez la Bible est construite en disant que la Jérusalem céleste est construite avec des pierres précieuses, voyez, et que telle pierre représente. Il y a plein de gens qui se sont pris la tête à raconter ça et qui étaient des religieux, souvent. Vous avez d'autres questions? Mais oui, mais parce que c'est la mode. Parce que les gens, ils ont besoin de savoir ça. Mais très sincèrement, scientifiquement parlant, il y a des chimistes ici, je ne sais pas, enfin, Monsieur Langlois, Madame Langlois, ils vous diraient que c'est pas prouvé. Que c'est pas prouvé. Que la dimension psychologique est tellement importante. Mais vous pouvez avoir votre pâte de poulet. Voyez, vous y avez droit, parce que c'est dans votre esprit, vous y croyez. Mais à ce jour, on n'a pas dit que telle pierre. Le grand diamant bleu qui est au Smithsonian Museum, qui a porté malheur à tous nos rois de France. On dit que c'est le diamant porte-malheur. Voilà. Alors il y a des choses comme ça, il y a les belles légendes, mais est-ce qu'un diamant bleu porte malheur? Vous voyez, on n'a pas trouvé dans la composition chimique d'une pierre en quoi elle a une vertu curative. Ça n'empêchait pas les Romains d'écraser les perles pour digérer et les Grecs d'écraser les émeraudes pour je ne sais plus quoi faire et des Cléopâtres de la jeter... vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a toujours la croyance, vous ne pouvez pas échapper, c'est magique, le monde des pierres. Excusez-moi, madame, il y a également la pierre philosophale d'Albert Dürer, vous savez, oui. Qui était aussi un orfèvre. Hein. Oui, j'en ai parlé. Donc c'était plutôt la philosophie peut-être. Mais parce qu'on est sur ces périodes-là, c'est le début de la Renaissance. C'est pas pour rien que ça s'appelle Renaissance. L'homme sort de ce immense trou du Moyen Âge où on redécouvre tout. Donc la philosophie, la pierre philosophale, l'alchimie, tous ces paramètres-là, quelque part dans les pierres précieuses ou dans les parures, ça rentre en ligne de compte. Oui, bien sûr, mais c'est l'époque aussi qui voulait ça. Après, on se détache beaucoup. Sur 17e, 18e, on n'est plus du tout en face de ces bijoux qui portent bonheur ou portent malheur. Mais c'est vrai que la Renaissance, elle a été le terreau propice à ça, oui. Ces bijoux prestigieux, ils sont portés ou s'ils sont dans des coffres-forts? Tous ceux que je vous ai montrés, ils sont en collection publique. Je le marque quand c'est collection particulière. Ils sont en collection publique, ils sont dans les musées, ou en collection particulière et diffusés. Ils ont été portés, ces bijoux. Sauf que le problème, comme je vous l'ai dit, sur les bijoux 15e, 16e, il n'y a pas de secret. Un bijou pouvait être fondu. Donc la traçabilité des bijoux, elle est douloureuse. Sur le gothique tardif, notamment, c'est difficile de trouver des bijoux en très très bon état parce que 5 siècles, 6 siècles, vous imaginez. Et puis le bijou, c'était une monnaie courante. On enlevait la pierre et on gardait l'or pour refondre et faire autre chose. Regardez à la Révolution, tous les pierres précieuses qui sont passées dans les ourlets et les corsages en Angleterre parce que les nobles se faisaient... Donc si les bijoux pouvaient se raconter, ils en diraient plus que moi. Bon, on va quand même avoir pitié du moi, gardien qui a sa vie de famille quand même et qui doit rentrer chez lui. Mais merci encore. Alors, simplement...